dimanche 3 février 2019, les Américains sont concentrés sur la finale du championnat de football américain, le fameux Super Bowl. Les Ivoiriens attendent le retour de deux de leurs fils les plus illustres qui sont en ce moment libres et qui sont en Europe. Précisément encore en Hollande. Et c'est justement de cela que nous allons discuter ce soir avec des représentants de différents partis politiques. Et nous avons ce soir, en ce moment, chers amis auditeurs de Radio PDCI, RDA et de Radio Jacques Roger Show et Afrique 2050, nous avons l'honneur ce soir de recevoir Monsieur Yeoto du Rassemblement des Républicains du Royaume-Uni, Monsieur Steve Kwa du Front populaire ivoirien d'Allemagne et Monsieur Paul Kofi du PDCI RDA des États-Unis, qui auront l'occasion, bien sûr, de se présenter individuellement. Alors, chers amis, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Alors, j'aimerais vous donner l'occasion de vous présenter avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet. J'aimerais commencer avec, à tout seigneur, tout honneur, commencer par M. Paul Kofi du PDCI RDA. M. Paul Kofi, bonsoir. Votre micro est coupé, hein? Allez-y. Et donc, bonsoir à tous, bonsoir chers Ivoiriens de Côte d'Ivoire. On ne vous entend pas très bien. On ne vous entend pas très bien. Alors, vous m'entendez maintenant? Oui, allez-y. Allô? Allô? Disons que le son n'est pas très bon, mais allez-y. On vous entend, mais le son n'est pas très bon. Allez-y. Ok, donc bonsoir à tous. Je suis Paul Kofi, militant PDCI RDA ISA. Et donc, je représente PDCI à ce débat-là. Merci. Monsieur Yo, du RDR. Oui, bonsoir, je suis Monsieur Yo, militant du RDR au niveau du Royaume-Uni. Je dis bonsoir à tout le monde et puis merci de l'occasion que vous m'offrez pour qu'on discute un peu entre frères. Merci à M. Yo et bienvenue. Je crois que c'est la première fois que vous êtes avec nous sur ce plateau oui, et à l'émission Sans Embâche. Merci, c'est un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé. D'accord. Et M. Steve Kwa du Front populaire ivoirien, bonsoir. Oui, bonsoir, cher Katina. Je suis M. Steve Kwa, représentant du Front populaire ivoirien en Allemagne et directeur du cabinet du secrétariat national FPI Europe. En tout cas, une fois encore, merci pour nous avoir associés à ce débat. Et voilà, et du courage à vous. Merci. Alors, notre quatrième invité n'est pas encore avec nous. Il s'agit de M. Célestin Tchéché, qui est du mouvement Sur les traces de Félix Houphouët-Boigny. Nous continuons de l'attendre et nous espérons qu'il pourra nous rejoindre d'un moment à l'autre. Alors, j'aimerais commencer par M. Paul Kofi du PDCI RDA, avec qui nous avons beaucoup de soucis de communication. Monsieur Kofi, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, c'est mieux, oui. Ok. On a deux retours à votre niveau. Il va falloir couper un retour. Ça va maintenant? Oui, c'est bon. Ok. Alors, première question à l'ordre du jour, la libération du président Gbagbo. Émotion, analyse en tant que militant du PDCI RDA. Je dois dire que je suis très ému de la libération du président Laurent Gbagbo parce que cette libération était attendue depuis plus de 7 ans. Et donc, en tant qu'Ivoirien d'abord, et puis en tant que militant PDCI, je dirais que je suis transi de joie
que la liberté, qu'on le dit, elle n'a pas de prix. Donc, je suis heureux que nos frères soient libres et je leur souhaite vraiment bon repos, parce qu'ils ont besoin de repos pour récupérer toute la fatigue. Et puis ensuite, je leur souhaite de pouvoir prendre leur part dans la réconciliation nationale. C'était mon message de début, en attendant que j'ai l'occasion de parler plus amplement. D'accord, bon, c'est clair, hein, mais en tant que cadre du PDCI-ADA, est-ce que vous êtes sûr que cette nouvelle vous réjouit? Parce que certaines personnes estiment que l'arrivée du président Laurent Gbagbo mélange un peu les calculs du PDCI-ADA par rapport à la reconquête du pouvoir en 2020. Votre opinion? Non, au contraire. Au contraire. Le PDCI, aujourd'hui, est en négociation très avancée avec le FPI. Et le président Bédié a dit qu'on avait l'accord du président Laurent Gbagbo pour négocier. Donc, pour moi, cette libération est une aubaine pour le PDCI. Voilà. OK, d'accord. Monsieur Yo, du RDR. Oui. Oh, par rapport à la libération de Laurent Gbagbo et du président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, bon, que dire? C'est une décision de justice. Une décision de justice qui va certainement faire des très heureux, des Ivoiriens très heureux, et aussi des Ivoiriens qui seront mécontents. Et ça a toujours été comme ça pour les décisions de justice. Bon, à mon nom, personnellement, je ne commente pas, je ne suis pas de ceux qui commentent les décisions de justice. Si la justice a estimé que c'est ce qui était bon, selon leur loi, selon toute leur armada de droit, bon, on l'accepte. Il faut l'accepter parce que c'est une décision de justice. Donc, ravi, heureux pour M. Laurent Gbagbo, le président de la République, qui recouvre la liberté. Et vraiment, je lui souhaite de bonnes guérisons. S'il a des petites rhumatures, des courbatures, parce que la prison, ce n'est jamais facile. Hein. Ce n'est jamais facile. Donc, je lui dis beaucoup de courage. Et puis, bon retour parmi nous. Ça, un commentaire quand même sur l'impossibilité pour le président Laurent Gbagbo en ce moment de rejoindre sa terre natale, de rejoindre la Côte d'Ivoire. On apprend que certaines personnes ont l'impression que le pouvoir en place est en train de l'empêcher de revenir en Côte d'Ivoire et de tout faire pour qu'il n'y soit pas avant les élections de 2020 et même après. Bon, là, vous savez, le problème ivoirien, souvent la passion l'emporte sur la réalité. C'est une décision de justice. Vous pensez que si le pouvoir en Côte d'Ivoire pouvait contrôler la CPI, vous pensez que Gbagbo serait mis en liberté provisoire? Bon, moi, je pense que il faut dépassionner le débat. Bon, maintenant, le fait qu'on lui ait donné certaines conditions pour entrer au pays ou pour ne pas parler, ça, c'est des choses qu'on voit partout en matière de justice. Mais je pense que Gbagbo, il a des avocats qui sont à la hauteur, qui peuvent lutter. C'est une lutte, c'est un droit, ça. Donc, on n'a pas à s'emporter, faire des commentaires n'importe comment. Et vraiment, je veux qu'on dépassionne le débat et qu'on voit les choses venir. Gbagbo, lui, il sait ce qu'il veut. Ses avocats savent ce qu'ils doivent faire et bon, on les laisse faire. Et puis, bon, nous autres, bon, c'est les commentaires que nous faisons. Hein. Et je dis, il faut arrêter qu'on appelle les raccourcis, dire que c'est le pouvoir en place qui fait ça, le pouvoir en place qui fait ça, mais le pouvoir en place n'a rien à faire. C'est la CPI qui a poursuivi Gbagbo, c'est elle qui a organisé son jugement, c'est elle qui estime que peut-être que les preuves ne sont pas réunies pour condamner Gbagbo, c'est elle qui estime qu'il faut le libérer sous condition. Bon, nous on regarde tout ça de loin. Maintenant, aller faire un raccourci, accuser directement Abidjan, bon, je pense que ça n'engage que ceux qui le disent. Mais je sais qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent que les choses se passent sans vraiment l'influence de qui que ce soit. Ça, c'est mon avis. D'accord. Alors, M. Steve Kwa, du Fonds populaire ivoirien, à votre niveau, on a vu le président Afi faire des déclarations.
On a vu M. Georges Aka, qui est le secrétaire national du Fonds populaire ivoirien Europe, intervenir sur les chaînes étrangères pour manifester sa joie et la joie du Fonds populaire ivoirien. Mais dans le fond, on est en droit de se demander, est-ce que le président Afi et le Fonds populaire ivoirien, est-ce que vous êtes vraiment heureux de voir le président Laurent Gbagbo sortir de prison? Est-ce que cela ne mélange pas un peu vos calculs? Bon, ben, mélanger notre calcul. Bon, avant de répondre à cette préoccupation, je voudrais vous dire que nous, c'est un sentiment de joie, hein, un sentiment de joie immense qui nous anime. Et donc, aussi, profiter de votre antenne pour vraiment saluer tous les militants du parti, tous les partisans et sympathisants, amis de Laurent Gbagbo, tous ceux-là qui, dans l'ombre, ont participé, qui ont œuvré à ce qu'aujourd'hui, notre champion, notre Boudi, comme on l'a l'habitude de l'appeler, sorte de la prison avec le ministre Charles Goudan. En tout cas, je voulais les saluer. Toutes ces femmes et hommes à Paris, à travers le monde entier, souvent bardés, le froid, pour aller manifester, aller témoigner vraiment leur admiration au président Gbagbo. Tout cela, et comme je l'ai dit aussi, je le disais tout à l'heure, au plan diplomatique, tous ceux qui ont joué ce rôle-là et tout ça, bon, je veux vraiment profiter de l'occasion pour leur dire merci. Aujourd'hui, il est libre. Maintenant, est-ce que le président Gbagbo, sa sortie, mélange nos calculs? Bon, nous, ce genre de questions-là, je pense que c'est, tu l'as bien fait. C'est de l'autre côté, en fait, c'est au RDA qu'il faut poser ce genre de questions. Parce que nous, on est contents, au contraire. Puis c'est notre champion qui a été arrêté. C'est notre champion qui a été. Nous battons, nous nous sommes battus. Et partout, nous sommes passés, comme tu l'as si bien dit, Georges Aka, partout, où Afi, il est sorti d'Afi, Afi, le président du parti. Ce qu'il dit, c'est ce que lui pense, c'est ce que le parti pense, c'est ce que la direction pense. Bon, donc, au contraire, nous, on est contents. Et d'ailleurs, même, ça va nous aider même à mettre fin à cette petite crise-là, voilà, au sein du parti, puisque Afi même l'a dit, c'est autour du président Gbagbo, puisque la crise, c'était à un moment donné, c'était cristallisé autour de la question du président Gbagbo, de sa candidature. Aujourd'hui, il est libre. Bon, donc, au contraire, il va venir nous aider pour que, et Gbagbo a été toujours un rassembleur, il va venir nous aider pour que, bon, le parti soit unifié, afin que nous préparons de façon sereine 2020. Donc, nous, c'est au RDR qu'il faut poser les questions, pour la question a été bien posée, mais nous, au contraire, on est contents. Nous sommes vraiment très ravis. C'est un sentiment de joie. Et je dis souvent, bon, ben, on dit les grands événements sont venus, donc moi, nous sommes émus. Nous sommes très contents. Voilà. Mais est-ce qu'on peut se demander, est-ce qu'on est tous d'accord que la sortie du président Laurent Gbagbo peut être un facteur de réconciliation pour les Ivoiriens? Parce que puisque je suis avec vous, monsieur Sib, je vais rester avec vous. Est-ce que sa sortie peut être un facteur de réconciliation? Parce qu'il ne faudrait pas qu'il sorte et que cela crée plus de problèmes que ça n'en solve. Bon, si j'ai bien compris votre question, est-ce que vous posez la question de savoir est-ce qu'il va revenir dans le jeu politique comme c'est le passé? Bon, je ne sais pas si le schéma... Non. C'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé est-ce qu'en sortant, il va contribuer à la réconciliation? Oui, mais le président Gbagbo, pour celui qui le connaît, il a toujours prôné la réconciliation. On ne s'est pas quand même refait l'histoire. Hein? La rébellion jusque-là, quelle concession n'a pas fait? Hein? De Makoussi, en passant, il a fait le tour du monde pour aller à la réconciliation, en espérant même qu'en nommant Sorodium comme premier ministre qui était le chef des rebelles, et on allait avoir la paix. Donc c'est un monsieur de paix, c'est un monsieur de réconciliation. Donc, je pense qu'au contraire, ça va apaiser, effectivement, sa sortie va apaiser vraiment les cœurs et qu'ensemble, mettre dans la main les divans, voilà, la réconciliation. Au contraire, mais il peut même prendre les devants des choses. Voilà, donc, il va venir effectivement booster donc, la réconciliation. Et c'est ce que nous attendons aussi de sa part. OK. Monsieur Yo? Oui. Vous êtes d'accord avec monsieur Kwa lorsqu'il estime que la sortie du président Laurent Gbagbo serait un facteur de réconciliation? Ok. Moi, je suis... Vous avez les mitigés? Non, j'ai une vue un peu différente de vous.
Parce que moi, quand je regarde la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème de réconciliation en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Les Ivoiriens sont toujours réconciliés. Tout juste après la guerre, ils se sont retrouvés. Tu arrives à Abidjan, tu arrives en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de guerre. Les Bétés sont avec les Djoula sont avec les Baoulés sont avec les Atiers dans les marchés, dans les maquis, partout, ça parle, il n'y a pas de problème. En fait, le problème de la Côte d'Ivoire, vous savez, quand on ne pose pas bien le diagnostic, on n'arrive pas à la solution. En Côte d'Ivoire, le problème est entre les dirigeants. Le problème n'est pas entre les Ivoiriens. Donc, quand j'entends les gens dire que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés, il faut attendre X ou Y pour les réconcilier, je dis, mais je ne sais pas de quel Ivoirien ils parlent. Aujourd'hui, toi et moi, nous parlons, nous ne sommes pas en guerre. Mais je crois, je ne le connais pas. Aujourd'hui, je viens de le voir, mais lui et moi, on n'a pas de problème, on peut causer. Je ne vois pas le problème, en fait. Donc, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème de réconciliation dans la population. Monsieur Yo, à Naïbli, à Guitrozon, ce n'étaient pas des dirigeants qui étaient là-bas. Ceux qui sont morts, ce n'est pas des dirigeants politiques. C'est des Ivoiriens. C'est les dirigeants politiques qui ont occasionné cela par leurs actes. Et maintenant, les Ivoiriens, ils ont dépassé ce stade. Les Ivoiriens ne sont pas... Moi, je suis parti à l'Ouest il y a 4 mois. J'étais là-bas en septembre, j'étais à Mans, j'ai fait la région, mais je ne vois pas d'animosité entre les gens. Il y a des problèmes ponctuels qui se posent souvent, des problèmes de terre, des choses ponctuelles qui se posent à des endroits précis. Et les gens sont à couteau tiré, comme ça se passe partout, dans tous les pays. Mais ça ne veut pas dire qu'en Côte d'Ivoire, quand vous allez, c'est comme on attend la réconciliation. Non, les Ivoiriens sont réconciliés. Moi, ce que j'attendais de la venue de Laurent Gbagbo, c'est que lui, s'il arrive en Côte d'Ivoire, lui, le président Bédié, le président Ouattara, que tout Afghanistan, tous les Ivoiriens, toute cette classe-là qui nous a vraiment mélangés se retrouve et puis maintenant disent aux Ivoiriens, vraiment, nous sommes retrouvés. Sinon, nous, les Ivoiriens, là, on s'est déjà retrouvés, hein, on se retrouve dans les maquis déjà, on est vraiment réconciliés. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est vrai qu'on a eu des problèmes, des moments difficiles, c'est vrai, mais aujourd'hui, les Ivoiriens sont allés au-delà. On ne va pas vivre toujours dans l'animosité, c'est fini ça. Donc, je veux que les gens soient réels avec eux-mêmes. Quand les dirigeants vont sortir, il faut qu'eux, ils s'asseyent, qu'ils arrêtent de nous mélanger, nous, les populations ivoiriennes. Parce que nous avons toujours été mélangés comme ça et nous aimons ça. Nous sommes riches de notre diversité. Et c'est ça, c'est ce message-là que je pense que quand Laurent Gbagbo va venir, il va porter, je n'en doute pas. Lui, il va essayer de voir avec ses frères Alassane, Bidi et autres pour qu'ils arrêtent de nous martyriser, c'est tout. C'est mon point de vue. Monsieur Paul Kofi du PDCA, vous partagez l'optimisme et l'analyse très positiviste du frère Yo? Pas du tout, pas du tout. Je pense que Monsieur Yo parle d'une Côte d'Ivoire différente de celle que nous connaissons et celle d'où nous entendons les cris et les pleurs de détresse tous les jours. Et donc, je pense que Monsieur Yo, bon, il a le bon jeu. Il a du meilleur camp aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit que ça va, que tout va bien, il n'y a pas de problème. On dit souvent, la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. Aujourd'hui, quel est le degré de satisfaction des Ivoiriens? C'est ça qui va déterminer s'ils sont réconciliés ou pas. Le fait de ne pas voir les gens se boxer dans la rue ne veut pas dire que les gens sont heureux et qu'ils sont en paix. Je pense qu'il faut que mon frère Yo essaie d'être un peu compatissant. Il faut qu'il soit compatissant, surtout qu'il y a des signes, surtout pour nous qui vivons à l'étranger, dans les pays développés là, il y a des signes patents qui montrent que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Et il faut qu'il l'admette. On ne peut pas voir les partis politiques démanteler, les gens humiliés tous les jours, des pères de famille jetés au chômage parce qu'ils ne supportent pas un tel ou tel autre, et puis dire que non, ça va. À moins que votre objectif, c'est de régner et de brimer les autres. En ce cas-là, ça va chez vous. Mais sinon, nous qui voyons tout ça, pour nous, ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Je regrette de le dire, mais ça ne va pas. Voilà. Et concernant la question qui est posée, pensez-vous que la libération du président Laurent Gbagbo sera un facteur de réconciliation? Absolument. Absolument. C'est un facteur de réconciliation. Parce que pendant 7 ans, ses partisans ont pleuré leurs frères emprisonnés, embastillés
à l'étranger. Et donc, ils ont porté cette douleur-là pendant 7 ans. Je pense que la libération, je peux dire qu'elle est partielle parce qu'ils sont en résidence surveillée, mais au moins, cette liberté partielle-là, ça apaise leur cœur. Donc, ça les rend plus disposés à participer à la réconciliation et notamment à la suivi de la nation. Et donc, pour moi qui considère que on a besoin de réconciliation, cette libération-là va jouer positivement sur cette libération-là. Ok, alors peut-être un dernier tour de parole sur cette question. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la main, analyser même le contexte de ce procès, le contexte de cette libération. Il y a beaucoup de conditions qui ont été données. Donc, on va peut-être passer les 5 ou 10 prochaines minutes sur le procès et sur les conditions qui ont été imposées au président Laurent Gbagbo. Allez-y, M. Kwa. Allô, M. Kwa. Oui. Peut-être M. Yeo avant M. Kwa. M. Yeo, allez-y. Oui, je voudrais m'excuser auprès de M. Kwa, puisque j'ai été interpellé tout à l'heure. C'est M. Kofi, je pense, du PDCI. C'est ça. J'aimerais lui dire, il ne faut pas faire l'amalgame des choses. Moi, je n'ai pas dit qu'en Côte d'Ivoire, tout est rose. Où je suis, je vis en Angleterre, et même en Angleterre, tout n'est pas rose. Aux États-Unis, tout n'est pas rose. Donc, vraiment, je veux qu'on arrête. Moi, je ne fais pas de la politique politicienne. Ça, je vous le dis déjà, il faut que vous le compreniez. Je n'ai jamais dit qu'en Côte d'Ivoire, tout va bien. On a parlé de réconciliation. Je dis la réconciliation dont on parle en Côte d'Ivoire. La réconciliation, elle est bel et bien là entre les populations ivoiriennes. Il y a certaines personnes qui sont meurtries parce que leur frère, leur guide est en prison. Ça, on ne peut pas le nier. Moi, je ne le nie pas. Il y a certaines personnes qui ne sont pas contentes. Ça, c'est normal. Mais je parle de la réconciliation entre les Ivoiriens eux-mêmes. Cette réconciliation-là, elle existe bel et bien. Elle existe très bien. Et donc, moi, j'en ai fait l'expérience. Maintenant, est-ce que ça va en Côte d'Ivoire? Je ne vais pas dire que ça va en Côte d'Ivoire parce que dans aucun pays au monde, ça va. Donc, vraiment, c'était un petit truc. Il faut qu'on aille vraiment au débat et qu'on évite ces choses-là. Moi, je n'aime pas la politique politicienne. J'aime surtout que nous sommes des hommes qui sont dans la diaspora, nous voyons ce qui se passe, nous pouvons faire des comparaisons. Donc, je veux qu'on arrête ça, on laisse la politique politicienne aux Ivoiriens. Et nous, entre nous ici, on fait des débats bien pour que nos frères qui sont au pays, lorsqu'ils nous entendent parler, ils savent que vraiment, il y a quelque chose qu'ils ont appris de l'autre côté et qui peut nous aider, nous qui sommes au pays, à avancer. Mais si nous, on tombe dans leur querelle de clocher, je ne vois pas vraiment quelle sera notre valeur ajoutée à cette Côte d'Ivoire. Voilà, c'était M. Kwa, vous m'excusez une fois de plus. C'est-à-dire, en fait, pour résumer un peu ce que M. Yeo dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Tagbana qui voit une BT ou une Agni et qui dit elle est jolie, mais parce qu'elle est BT ou parce qu'elle est FPI, moi, je ne vais pas là-bas. Ça ne se fait pas, ça n'existe pas. Donc, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Donc, on est réconcilié. On n'est pas à cette animosité. On n'est pas à ce stade-là, voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de problème aussi important au point où quelqu'un va dire je laisse ma femme parce qu'elle est FPI, parce qu'elle est BT, et moi, je suis Sénoufo. Monsieur Emmanuel, ça peut se passer. Ça peut être des cas isolés. Ça existe, non, partout. Monsieur Katina. Ce n'est pas quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Monsieur Katina. Monsieur Katina, je peux intervenir? Oui, allez-y, monsieur Kofi. Oui, prenons des faits vraiment récents. Hein. Alors, M. Yeo trouve que la réconciliation est bel et bien présente en Côte d'Ivoire. On libère le président Gbagbo et M. Blé Goudé. Une partie de la population se réjouit et puis une partie de la population est contre leur libération. Je pense que si la réconciliation était vraiment présente, de façon unanime, la population allait célébrer la libération de notre frère, de notre parent. Mais quand une autre cause, ça veut dire que la réconciliation n'est pas là. Il y a des gens qui ont le cœur lourd, pendant qu'il y a des gens qui sont dans la détresse. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, il ne s'agit pas de politique politicienne. Pendant que les gens célèbrent la libération du président Gbagbo, à Yopougon, à Gagnoa, et tout ça, on chante, allons à Gagnoa, on danse. À Bobo, à Nyama, à Korogo, on manifeste, on bat des routes, on brûle des pneus, on menace
de brûler les gens. On a vu des pancartes. Hein. Donc, de quelle réconciliation, mais c'est pas. C'est ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que le feu court et on ne veut pas l'admettre. Entre monsieur Kofi. C'est ça le dernier point avant qu'on passe à monsieur quoi? Allez-y, oui, monsieur. Monsieur Paul Kofi. Bon, vraiment, je ne vois pas. Hein. Ce qu'il dit là, c'est normal. Ah bon? Monsieur Gbagbo n'est pas allé en prison parce que on l'a amené parce qu'il n'y a rien eu. Non, de la même manière que les gens, d'autres sont contents, les partisans de M. Gbagbo sont contents parce qu'il a été libéré. De cette même manière, certaines personnes estiment que Gbagbo leur a fait quelque chose. Donc, ils ne sont pas contents, ils manifestent ça. Mais les ça victimes, ne peut pas alors dire. Hein? Bon, ils ont été victimes de M. Gbagbo, mais c'est leur droit de manifester. Ça n'a c'est des manifestations organisées et coordonnées. C'est différent d'individus qui ne sont pas contents. C'est des manifestations organisées et coordonnées. Soyons réalistes. Je ne vais pas, c'est ce que je dis, je ne vais pas tomber dans la passion où tu veux m'amener. Je dis, si tu reconnais que certaines personnes manifestent parce qu'ils sont contents et que d'autres manifestent parce qu'ils ne sont pas contents, pourquoi tu veux que l'autre côté soit organisé on vienne les organiser, les appeler un à un pour dire allez-y manifester. Si vous dites qu'on est réconcilié, allez-y brûler la Côte d'Ivoire. Moi, on est réconcilié, ce langage-là, non, de cette manière-là, et ça n'a rien à voir avec la réconciliation. On va permettre à monsieur quoi? On va permettre à monsieur quoi d'intervenir et peut-être passer à un autre point. Allez-y, monsieur quoi. En tout cas, avant d'ajouter quelque chose, j'espère qu'on n'est pas un débat où c'est du ping-pong où celui-là parle, l'autre répond en même temps et tout ça, ça devient, enfin, bon, en tout cas, M. Katina a fait l'effort que ça ne devient pas du ping-pong, que voilà. Monsieur Yo, bon, je respecte son point de vue, hein, mais moi, je partage plutôt le point de vue de monsieur Kofi. Parce que, non, c'est pas parce que quand lui me dit qu'actuellement les Ivoiriens, parce qu'on achète, on va tous au marché, on se retrouve tous au marché de Yopougon ou de marché Gouro, je sais pas, Yamé et tout ça. Donc, pour cela, les Ivoiriens n'ont pas de problème. Bon, je suis quand même désolé puisque moi-même, j'étais en mars, il n'y a pas encore un an de cela, j'étais en Côte d'Ivoire. Bon, les gens, peut-être que pour des raisons personnelles, ne manifestent pas, ils ne menacent pas. Mais quand tu discutes avec eux, tu sais qu'ils ont quelque chose vraiment à l'intérieur de leur cœur. Bon, ils ont peur, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Et Gbagbo qui a été donc arrêté dans des conditions que nous savons à part refaire l'histoire et qui a resté pratiquement plus de 7 ans. Et aujourd'hui, Dieu merci, dans un passé très récent, il a été acquitté. Vous voyez que quand même, on aurait pu éviter cela. Et pendant ce temps aussi, plein d'Ivoiriens étaient donc au contraire à l'exil, tandis que l'article 22 de notre Constitution nous dit qu'aucun Ivoirien n'est contraint à l'exil. Bon, donc, c'est parce que ces années-là, c'est pas 2 mois, c'est pas 3 mois. Alors, quand tu regardes tout ça, et puis une crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts, où on a vu vraiment malheureusement des villages incendiés, aujourd'hui il y a des villages qui n'existent plus, mais quand même il y a un problème. Il y a un problème, il faut les 3 leaders là, comme M. Yo il l'a dit, le président Gbagbo, bien sûr, doit rentrer en Côte d'Ivoire ensemble avec Ouattara, avec Bédié, le président Bédié, essaie de se mettre ensemble pour essayer de calmer le jeu, pour qu'on réparte à nouveau. Mais cela veut dire qu'il y a un problème. Quand même, aujourd'hui, même où nous vous parlons, il y a encore des prisonniers politiques en prison. C'est-à-dire que même les gendarmes ou certains militaires sont en prison, ils ont été arrêtés. Le même jour qu'on a arrêté le président Gbagbo, ils sont encore en prison. C'est des êtres humains qui ont des parents. Même s'ils ne le disent pas, ils sont là parce qu'ils ont peur. Bon, voilà. Mais donc, il y a un problème. Et il faut, à un moment donné, on a vu le cas de l'Afrique du Sud, où après, bon, les Mandela, après sa sortie, ils se sont assis, ils ont trouvé des formules pour aller à la paix et pour reconstruire le pays. Mais dire qu'il n'y a pas un problème, il n'y a pas que tout le monde est content et qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a rien parce qu'on va boire dans le même maquis, on va payer, enfin, on va faire les achats. Bon, ça, je pense que, en tout cas, c'est parce que les réalités m'ont montré en Côte d'Ivoire. Quand je suis parti, je sais qu'il y a beaucoup, les gens se mettent dans les coins, chacun dit, si tu arrives à Yopougon, tu vas voir que les pro-Gbagbo, ils sont dans les coins souvent, ils font des choses ensemble, tu arrives à Bobo, le coin des RDR. Bon, donc, les gens sont comme ça, ils vivent comme ça. Et ça, il faut mettre fin à cela. Donc, Gbagbo, avec sa sortie,
Ils vont trouver des formules, il faut que les gens trouvent une formule, comme je l'ai dit, pour que, on mette tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés sur la table et qu'on en discute, pour qu'on ne vive pas ça encore une fois. Moi, mon problème, c'est ça. Sinon, il y a des problèmes en Côte d'Ivoire. Sinon, il y a des problèmes en Côte d'Ivoire entre les Ivoiriens. On ne se tape pas là-dessus. Mais ça, c'est pas ça, en fait. C'est à l'intérieur. Or, à un moment donné, il faut extérioriser ce qui est à l'intérieur pour qu'on aille à la paix. Donc, pour moi, je me réjouis par rapport à... Je pense que Gbagbo, même, de là où il se trouve maintenant, je pense que c'est... Bon, je ne suis pas dans... je ne peux pas lire dans ses pensées, mais je pense qu'il peut jouer ce rôle-là, il peut quand même donner un coup de pouce pour que les Ivoiriens partent à la réconciliation. Effectivement, il y a les 3000 morts. Ils sont morts. On ne va pas les réveiller. Ils ne vont pas ressusciter par Jésus, comme on dit disent les chrétiens. Mais donc, ces parents-là, il faut à un moment donné aussi quand même, ne serait-ce que quand même leur permettre de faire le deuil de leurs parents qui sont décédés lors de cette crise. Donc, au moins, les dédommager, trouver comme je l'ai dit, des moyens pour quand même de les calmer, de faire le deuil de leurs parents, pour qu'on réparte. Mais dire qu'il n'y a rien et que bon, ça, je ne suis pas trop d'accord, je ne partage pas la vie. Mais je partage la vie, nous sommes sur l'opinion, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Mais moi, personnellement, je pense qu'il y a une crise des Ivoiriens se regardent dans la chaîne de défaillance et tout ça. Donc, il faut essayer de trouver une formule par rapport à ça. Alors apparemment, les analystes pensent que le président Gbagbo ne pourra pas être en Côte d'Ivoire avant les élections de 2020, avec les conditions qui lui ont été imposées. Oui, mais... avec les affaires qui sont pendantes, les charges qui sont pendantes contre lui en Côte d'Ivoire, avec l'imbroglio qui est en ce moment en Côte d'Ivoire quant à l'amnistie dont il serait bénéficiaire ou pas. Alors, quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce qu'il a le droit de revenir en Côte d'Ivoire? Maintenant, le procès, l'appel, on ne sait pas quelle sera l'issue de l'appel. Alors, quelle est votre opinion à ce sujet-là? Ouais, mais le président Gbagbo a été acquitté. Il a été innocenté. C'est-à-dire, en fait, et l'article, comme je l'ai dit, l'article 22 de notre Constitution dit aucun Ivoirien n'est contraint à l'exil. C'est-à-dire que logiquement, c'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique. Si le président Ouattara estime qu'effectivement, le moment est arrivé pour qu'on a la réconciliation, tout est politique, tout est politique. Donc, il peut prendre l'engagement ou bien il peut engager des discussions pour trouver vraiment, comme je dis, un cadre, définir certains cadres, définir certaines modalités pour que le président Gbagbo rentre. Bon, donc, c'est politique. Donc, tout dépend du gouvernement aussi. Sinon, dire que le président Gbagbo doit rester, ne doit pas rentrer en Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire fait partie aussi pays signataire du traité de Rome, créant une constitution de la CPI. Donc, quand on dit au président Gbagbo de rester dans un pays membre de la CPI, mais que la Côte d'Ivoire aussi fait partie d'un pays membre de la CPI. Bon, donc la Côte d'Ivoire peut rentrer. Mais je pense qu'on n'a qu'à rester, laissons tout ce côté, cet aspect, je dis, les Ivoiriens veulent aller à la paix. Tout ce qui peut concourir à la paix, je pense que c'est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez en Côte d'Ivoire, les gens même, les Ivoiriens disent quoi? Beaucoup d'Ivoiriens disent, si Ouattara veut qu'il déplace la tour Eiffel qu'il dépose à Abidjan, ils ne sont pas intéressés. C'est-à-dire, eux, c'est tout ce qu'ils attendent, en que les partisans de Gbagbo veulent voir les patrons, enfin, vous dire rentrer en Côte d'Ivoire. C'est ce qui les intéresse. Après ça, mais pourquoi ils ne le font pas? Maintenant, bon, est-ce que les élections de 2020 sont prioritaires par rapport à une réconciliation des filles et filles de la Côte d'Ivoire? C'est au président Ouattara de voir. Au président Ouattara de voir. Sinon, la Constitution permet au président Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire tranquillement. Et je pense qu'il doit le faire. Okay. Monsieur Paul Kofi? Oui. Idéalement, le président Gbagbo doit pouvoir rejoindre sa terre natale. Nous-mêmes qui sommes à l'étranger et qui sommes libres, tous les jours nous voulons rentrer au pays. C'est tous les jours que nous avons envie d'aller au pays. Donc, notre souhait le plus ardent, c'est que le président Laurent Gbagbo soit autorisé à rentrer dans son pays, à rentrer dans son village, à retrouver ses parents qu'il a laissé depuis 7 ans. Maintenant, est-ce que les politiques ont cette volonté-là? Je n'en sais rien. Mais moi, mon souhait, c'est qu'il
retrouve sa terre natale. Voilà ce que je pense sur ce point-là. Alors, monsieur Yo, vous qui êtes un cas du RDR, oui. Quelle est votre analyse là-dessus? Il y a par exemple un commentaire qui revient souvent sur les réseaux sociaux qui dit que lorsque le président Ouattara était en exil, le président Gbagbo a tout fait pour le faire revenir d'exil. Par contre, le président Ouattara donne l'impression de retenir le président Laurent Gbagbo hors de la Côte d'Ivoire maintenant qu'il est acquitté. Et quelle est votre opinion? Quelle est votre analyse? Merci beaucoup de vraiment pointer du doigt que c'est des commentaires sur les réseaux sociaux. Parce que ces commentaires-là, moi, chacun est libre de faire des commentaires, de dire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Moi, je me réjouis parce que dès que la situation est revenue, M. Ouattara a eu la situation en main, vous allez vous rappeler que Ouattara a envoyé des missions partout, dans la sous-région. Ses propres ministres les envoyaient pratiquement chaque mois aller voir les réfugiés pour qu'ils rentrent au pays. Ça, c'est sûr de tout le monde. Les réfugiés eux-mêmes, il y a beaucoup qui ne voulaient pas venir, mais parmi eux, il y a des illustres qui sont rentrés au pays, qui n'ont pas été inquiétés, qui sont au pays aujourd'hui, qui travaillent normalement dans l'administration. Même ceux qui sont venus hier, avant-hier, là, ils sont là, mais ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. M. Ouattara leur a toujours dit de rentrer. Moi, je me réjouis du fait que le jour qu'on a prononcé l'acquittement de M. Laurent Gbagbo, le gouvernement, il y avait un conseil des ministres. J'ai écouté le conseil des ministres et qu'est-ce que le porte-parole du ministre a pondu comme communiqué? Que le gouvernement prend acte de l'acquittement de M. Laurent Gbagbo et que M. Laurent Gbagbo est libre de ses choix. S'il veut venir en Côte d'Ivoire, il est le bienvenu. Donc ça, c'est le choix. Le choix reste à Laurent Gbagbo. Donc, je veux dire que M. Ouattara n'est pas contre, le gouvernement en place n'est pas contre le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Mais le ministre Touré a dit que son retour doit être négocié avec le président de la République. Donc, ça donne l'impression qu'il y a un certain marchandage, il y a une certaine pression qui est faite, il y a une certaine conditionnalité. Il l'a dit, mais toi-même, en tant que M. Emmanuel Katina, Laurent Gbagbo n'est pas le citoyen lambda. C'est l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Il ne va pas rentrer comme il veut rentrer, comme un réfugié, un citoyen lambda qui veut rentrer. Laurent Gbagbo est un ancien président. Il a droit à certaines choses. Okay. Il a droit à une certaine protection. Il ne va pas se lever et puis dire « je rentre demain matin en Côte d'Ivoire ». C'est vrai qu'il y a eu des choses, mais comme vous l'avez dit, il y a certaines personnes qui manifestaient contre sa libération. Ça veut dire qu'il y a encore des petites rancœurs. Donc, il faut forcément que tout ça soit négocié. Ce que M. Touré a dit, c'est ce qu'un homme normal doit dire, puisque c'est un président, ce n'est pas quelqu'un qui va marcher demain matin et dire « je m'en vais à Abidjan ». Non, même s'il n'était pas en prison, un président ne rentre pas comme ça. Donc, c'est normal que ça soit négocié avec le pouvoir en place. Donc, moi, je dis que Laurent Gbagbo, tout est dans sa main. Si vraiment que Dieu accorde que lui, il est acquitté totalement, qu'il n'a plus de restrictions, il peut rentrer en Côte d'Ivoire. Vraiment, en négociant avec ceux qui sont en place, dit que, OK, voilà, et ils vont décider ensemble de la modalité de sa rentrée sur la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est clair, ça, c'est normal. Ce qu'il a dit, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas qu'il rentre au pays. Non, il y a eu un communiqué officiel qui a dit que Laurent Gbagbo a le choix de rentrer au pays. Bien sûr. Je me réjouis. Bon, je voulais ajouter quelque chose. Un dernier mot venant de chacun de vous sur ce sujet. Alors, oui, moi, je voulais plus mettre le couteau dans la plaie. Mais ce que le camarade Yo a en train de dire, nous sommes en politique. Et je ne crois pas que... Parce que quand il y a eu l'acquittement, les juges ont prononcé l'acquittement, on a dit, ils ont donné l'ordre immédiat de libérer Gbagbo. On a vu du coup, dans les heures qui ont suivi, au moment où le président Gbagbo devait quitter la haie, du coup, la procureure et son staff qui font appel pour bloquer. On était obligé de même de rejeter l'audience encore au 1er février. Là. Logiquement, et comme nous tous on a suivi le procès, on sait que c'est un seul cas qui a été poursuivi jusque-là. Il y a la même politique qui est dedans. C'est vrai, moi, aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où je me dis, je n'ai plus envie de revenir en arrière. Aujourd'hui, le président Gbagbo est sorti. Il faudrait qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Mais le président Ouattara est déjà affaibli. Et nous projetons
sur 2020 pour les élections 2020. Ouattara, le président Ouattara, c'est que si aujourd'hui le président Gbagbo, parce que c'est comme ça qu'il fait ses calculs. Bon, nous, on n'est pas dans ces calculs. Il est capable de tout faire pour que le président Gbagbo reste ici. Mais comme on dit en politique, tout est une question de rapport de force. Mais Ouattara, le président Gbagbo, aujourd'hui, avec cette popularité qu'il a, il rentre aujourd'hui en Côte d'Ivoire auprès du président Bédié, dans le cadre de la plateforme, le président Ouattara est politiquement, je vais dire, il n'y aura plus de poids. Donc moi je pense que, mais le président Ouattara doit comprendre que ce n'est pas l'intérêt personnel c'est l'intérêt national qui est au-dessus de l'intérêt personnel, même si on est dans la politique. Sinon je pense que tout ce qu'ils ont fait, toute l'acrobatie politico-diplomatique s'est passé dans les 2 semaines après l'acquittement. Je pense qu'il y a une main obscure dans l'intention de bloquer le président ici, parce que compte tenu de sa popularité. Tout le monde suit, nous ne sommes pas dupes. Donc, que le camarade Yo essaie de nous quand même nous épargner de oui, mais ça dépend du président Gbagbo. Le président Gbagbo l'a dit, il a acheté mes matelas. C'est-à-dire que c'est le président, même chez lui à Maman, les gens ont déjà nettoyé auprès de sa maison. Donc, lui, c'était lui, il rentrait directement de la Côte d'Ivoire. Donc, la main obscure qui est là. Moi, je n'ai, comme je dis, on a M. Yao, on est en politique. On sait qu'il se passe un peu, même si ici, on n'a pas envie de dire certaines choses, mais il ne faut pas nous pousser à dire certaines choses. La main obscure, là, il n'a qu'à bien s'interroger son ministre qui a le porte-parole, là, comment il s'appelle déjà. Il disait que, oui, le président Gbagbo doit négocier avec. Cette main obscure, là, qu'on nous épargne ça. Hein? Bon, si nous, on sait. Voilà. D'accord. Bon, ben, de toute façon, chacun fait ses spéculations. C'est un peu ce que M. Yeo disait. Donc, vous faites les votes, il fait les siennes. Je ne sais pas, monsieur Yeo, monsieur Kofi, un dernier point sur ce sujet. Oui, je dis au monsieur, bon, vous voyez, moi, je parle sur des faits. Moi, je ne dis pas qu'il y a des mains obscures. Donc, monsieur Kwa, lui, il voit ce qui est obscur. Moi, je ne vois pas dans l'obscurité. Moi, je vois ce qu'on me montre. Le procureur a fait, avant que le procureur ne fasse appel, j'ai vu que le gouvernement a pris acte de l'acquittement de M. Laurent Gbagbo et a dit que M. Laurent Gbagbo est libre de faire son choix, de venir au pays ou de rester où il voudra. Donc, eux, ils sont prêts à l'accueillir. Donc, ce n'est pas quelque chose que je fabrique, c'est quelque chose que je dis qui existe et que on peut vérifier. Mais le fait de dire que M. Alassane Ouattara est affaibli parce que si Gbagbo rentre au pays, bon, disons qu'en 2010, Gbagbo, Bédié, Ouattara et tous étaient au pays. Donc, le fait que Gbagbo revienne au pays, je ne sais pas pourquoi ça fera peur. Gbagbo était au pays avant qu'Alassane ne vienne au pouvoir. Donc, ça ne fait pas peur à monsieur. Bon, vraiment qu'il se tranquillise. Alassane Ouattara, il est prêt. Si c'est pour faire des élections qu'il perd, il va perdre, il va partir. Ça, ça n'a rien à voir. Je pense que nous tous, nous les Ivoiriens, nous devons tirer des leçons du passé. Tirons des leçons du passé. Donc, ne nous arrêtons pas à certaines choses. Bon, ça dit que c'est les non-dits là qui font qu'on a toujours des problèmes. Non, je sais que quelqu'un a appelé le procureur ou bien a appelé la CPI pour influencer la CPI pour faire. C'est des suppositions. Moi, je ne rentre pas dans ce débat. Moi, je rentre dans ce. Nicolas Sarkozy, peut-être. Voilà, ça peut être Obama ou bien dites ce que vous voulez. Mais moi, je dis que quand ils ont acquitté Gbagbo, moi, j'étais content du communiqué du gouvernement. Ils ont pris acte et ils ont demandé à Laurent Gbagbo de choisir s'il veut venir au pays et ils prennent acte. Ils viennent, on organise sa rentrée. C'est tout. Maintenant, les mains obscures, moi, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Donc, quelque chose obscur, ça veut dire que c'est noir. Bon, si M. Kwa voit dans le noir, Dieu merci. Moi, je n'y vois pas. Je n'y vois rien. D'accord. M. Kofi, un dernier point, peut-être sur les conditions de la libération du président Gbagbo, ou je sais pas, un autre point qui vous intéresserait, avant qu'on passe au prochain sujet. On a encore 30 minutes. M. Kofi, vous êtes avec nous? Monsieur Paul Kofi? Ah, je crois que j'ai dû déconnecter le mauvais compte. Monsieur Paul Kofi? Monsieur Amani, on vous voit très bien. Très bien, merci. Je pense que vous venez juste de vous connecter, donc je vais vous laisser peut-être nous rejoindre sur le prochain sujet. Très bien, pas de souci. Ça va, je suis là.
Monsieur Paul Kofi, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Donc, Allô? Oui? Vous m'entendez? Oui, vous aviez 2 comptes en ligne, donc j'ai suspendu un compte, mais je ne sais pas si j'ai suspendu le mot. Oui, donc il fallait que je rattrape l'autre côté là. C'est ça, allez-y, allez-y. Oui, donc je n'ai pas entendu la question parce que j'étais coupé pendant un moment là. Oui, juste un dernier point sur la question de la libération du président Laurent Gbagbo et l'impact que cela peut avoir sur la marche vers 2020. Oui, bon, comme je le dis, hein, mon point de vue est toujours le même. C'est un impact forcément positif parce que nous avons une partie des Ivoiriens, une grande portion des Ivoiriens qui étaient vraiment dans... Ils étaient désespérés et donc ils ont retrouvé la joie. Donc, cette paix du cœur-là va les prédisposer à une meilleure réconciliation et à une meilleure participation au processus de réconciliation et à la vie future de la nation. Donc, pour moi, l'impact est forcément positif. Le fait de le savoir, ne serait-ce que libre de la prison et même en Europe, déjà, je veux dire que la joie est déjà atteint déjà la moitié de son ascension. Donc, pour moi, c'est forcément positif. Et ça aurait un impact pour 2020, ça c'est sûr. Si la CPI ne lui ferme pas la bouche concernant la vie de la nation, parce que comme ils ont des restrictions, je ne sais pas ce qui va venir après, mais si on ne ferme pas sa bouche quant à la vie de la nation, je pense qu'il va impacter positivement la vie future de la nation, notamment la sortie de la situation dans laquelle on est et la réconciliation de façon globale. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Ok. Alors, j'aimerais dire bonsoir encore à tous ceux qui nous suivent en direct à partir de Radio Jacques Roger Show depuis les États-Unis et le Canada, et également à partir de Radio Afrique 2050, qui sont donc les radios africaines qui émettent pour la diaspora africaine au niveau des États-Unis et du Canada. Et j'aimerais également dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent à partir des réseaux sociaux sur Radio PDC-RDA. Bonsoir à M. Kwasi Polo Loko. Bonsoir à Dame l'Intouchable, Konamak, Yokolo Gougnon, Mamadou Frédéric, Yao Kwame Mossou, et à tous ceux qui nous suivent, hein, qui sont nombreux sur les réseaux sociaux. Nous allons aborder, chers amis, le second thème de ce jour. Oui, j'en oublie, il y en a beaucoup. Konamak, je ne pourrais pas les citer tous. Bonsoir à M. François Andy, militant du PDC-RDA aux États-Unis, à tous ceux qui nous suivent. Nous allons passer au second sujet. Je rappelle que nous avons notre consultant du jour qui nous a rejoint, M. Félix Amani, depuis Paris, qui pourra donc donner son point de vue sur l'évolution du débat, hein, au niveau du second sujet. Alors, le second sujet portera sur la démission annoncée du président Soro Guillaume. Alors, nous avons tous suivi au cours je crois que c'était un point de presse. Le président de la République a annoncé de façon très brute, hein, que le président Soro Guillaume démissionnerait en février. Alors, le compte à rebours a commencé, hein. Nous sommes aujourd'hui le 3 février. Nous avons encore 24 ou 25 jours. Nous attendons de voir si le président Soro Guillaume démissionnera. Alors, j'aimerais prendre un peu vos analyses, hein, sur le contexte, d'abord dans lequel cette démission a été annoncée, sur la méthode, la manière. Est-ce que c'est correct qu'on annonce la démission de quelqu'un? D'abord, la définition même du terme démission est telle que ça pose problème, que ce soit fait ainsi, je crois. Et puis, voilà, sur les tenants et les aboutissants de cette démission, le contexte, l'emprisonnement de M. Alain, du député Alain Lobognon, et voilà. Alors, M. Yoto, vous qui êtes du RDR, j'imagine que si vous réclamez encore du RDR, du RHDP, ça suppose que on peut vous considérer comme n'étant pas un pro-Soro. Est-ce que c'est une bonne manière de vous identifier? Bon, vous avez parlé de beaucoup de choses à la fois, hein. Concernant la démission annoncée par le président de la République, c'est le président de la République. N'oublions pas qu'il a eu des entrevues, lui et Soro se sont rencontrés plusieurs fois. Certainement, ça c'est la conclusion de leurs différentes concertations.
Donc, moi, je ne vois pas en cela un problème. Si Soro et Alassane se sont vus que ils ont décidé de commun accord que Soro doit démissionner et que Soro l'a accepté, bon, maintenant, on me demandera, est-ce que c'est l'endroit il devait le dire, ou bien est-ce que c'est Soro qui devait l'annoncer, ou bien, bon, tout ça, c'est des spéculations. C'est des spéculations. Le président, c'est le président de la République. Si le président de l'Assemblée nationale lui a déjà dit que je démissionne en février, parce que vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a tellement de polémiques. Donc, le président, en disant ça, il a coupé l'herbe au pied à tout le monde, à toutes ces spéculations-là. Parce que non, c'est comme ça. Au lieu d'envenimer les situations, on rend ça clair et puis bon, chacun avance. Moi, je pense que c'est à cela que le président de la République a pensé. Une fois de plus, je ne suis pas dans sa tête. Mais je dis que avant de dire cela, le président et Soro se sont vus plusieurs fois. Et entre Soro et Alassane Ouattara, bon, vraiment, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais vu Alassane dire un mot déplacé à l'endroit de Soro. Soro non plus. Donc, franchement, je prends avec des pincettes tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Mais moi, je sais que les deux hommes se sont rencontrés, ils se sont parlé. Et quand ils sortent de leur rencontre, personne ne dit mal de l'autre. Donc, vraiment, les interprétations, ça, c'est à ceux qui le veulent. Moi, je pense que le président a dit cela pour éviter les spéculations. J'ai retenu dans ce que vous avez dit un peu plus tôt, hein, que vous avez dit que nous sommes tous ici, hein, nous sommes dans la diaspora, nous avons vécu, travaillé dans des pays occidentaux. Donc, il y a certaines notions que nous avons apprises quand même ici, que nous devons inculquer à nos frères qui sont restés au pays. Et, entre autres, il y a la notion de démission. Quand vous démissionnez, c'est vous qui démissionnez. Donc, quelquefois, la démission est imposée, on le sait tous, mais la démission est une démission lorsque vous rendez votre démission. Est-ce que, en tant qu'intellectuel, est-ce que vous pensez que dans la forme, ça a été fait correctement? Lorsqu'on annonce que quelqu'un va démissionner, est-ce que c'est pas incorrect? Moi, je ne pense pas. Qu'est-ce qui rend ça incorrect? Si le président il a pris sa décision de démissionner et les deux se sont accordés sur une date, c'est normal. Il n'y a rien d'incorrect dedans. C'est que si Soro a pris sa décision de dire que oui, monsieur le président, je vais partir en février, le président, il est loisible au président de dire aux hommes, oui, il démissionne, il me l'a dit. S'il le dit, c'est que Soro lui a dit. Donc, moi, je ne vois pas en quoi est-ce que, bon, on doit chercher forcément à dire que oui, Alassane veut que Soro parte. Mais entre nous, si Alassane est le président de la République, Soro est le président de l'Assemblée nationale. S'il veut que Soro parte, vous pensez que c'est une conférence de presse qui va venir dire? Non, okay. C'est parce que déjà, ils se sont rencontrés et on voyait que c'est après leur rencontre qu'il y a eu cette conférence de presse. Oui, il n'y a pas de problème. Si Soro a désiré de démissionner, que le président informe le peuple. En quoi est-ce que cela enlève la définition même de démission en ce mot-là? Moi, je ne le vois pas. Je ne vois pas le problème. OK. Alors, M. Paul Kofi du PCA, vous pensez que Soro a donné son OK au président Ouattara d'annoncer sa démission à cette conférence de presse-là? D'abord, il est impossible que le président Soro donne l'ordre au président ou bien autorise le président à informer la population. Vous voyez, quand on regarde l'ordre hiérarchique, le président de l'Assemblée ne peut pas commissionner le président de la République pour dire « Monsieur le Président, il faut annoncer ». C'est impossible. Au contraire, c'est Soro qui doit déléguer ses services de communication ou alors les services appropriés de l'Assemblée nationale pour annoncer éventuellement sa démission. Donc, pour moi, c'est une gaffe politique que le président Alassane Ouattara a faite. C'est une gaffe politique parce que, comme je le dis, le mot démission veut dire que l'individu lui-même annonce son départ. Ensuite, regardez comment le président de la République a annoncé la démission de Soro. Il a coupé le journaliste. Ça veut dire qu'il s'était préparé à ça, il s'était préparé à annoncer ça, et ça traduit une certaine colère en lui. Parce qu'à la limite, il aurait pu attendre que le journaliste finisse. Mais il a coupé le journaliste et il dit Soro démissionne en février. Pour moi, c'est si jamais Soro démissionne, c'est une démission forcée. Ça veut dire qu'on lui a forcé la main. Sinon, c'est lui qui devait d'abord avoir la première, parce que quand même, il faut respecter un peu la dignité des gens. Tu vois, si Soro doit partir, il faut lui donner cette dignité-là de dire que je m'en vais. Il faut soigner son orgueil. Mais dit non, je te coupe, Soro démissionne en février. Bon, c'est comme si on lui a forcé la main et ça lui coupe cette fierté de dire qu'il est parti de lui-même. Pour moi, Soro a été humilié.
Et si jamais il démissionne, ce n'est pas une démission, c'est un renvoi. Donc l'humiliation lui a été faite et c'est dommage. On ne peut pas rattraper ça pour dire non, ils se sont entendus. Même s'ils se sont entendus, le président aurait dû dire, comme les gens le disent aux États-Unis, ah, moi je ne suis pas Soro, hein, et puis du fait du partage de pouvoir, moi je suis exécutif, lui il est législatif. On est bien séparés, ce n'est pas à moi de m'ingérer dans leurs affaires. S'il doit démissionner, bon, attendez qu'il vous l'annonce. C'est comme ça que le président devait esquiver. Mais couper le journaliste pour donner la primeur, pour moi, il y a eu de la colère dedans et il y a eu une volonté d'humilier Soro. Voilà, ça c'est mon point de vue. Monsieur Steve Kwa, d'abord, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a eu un échange entre Soro, le président Soro et le président Ouattara, au cours duquel le président Soro aurait dit au président Ouattara qu'il démissionnerait en février? Parce qu'il y a eu cette interview, cette vraie fausse interview, et moi j'insiste, je persiste et je signe pour dire au nom de Radio PDCI qu'il y a bel et bien eu une interview entre Soro Guillaume et le journal, je crois que c'est Afrique, enfin, je ne vais pas faire de publicité à ce journal. Il y a bien eu une interview de Soro Guillaume qui a été lâchée et qui a été retirée. Il y a bel et bien eu une interview. Cette interview-là a bel et bien eu lieu. Il a bien dit tout ce qui a été dit. Et puis, on a commissionné quelqu'un pour dire qu'il n'y a jamais eu cette interview et tout ça fait partie d'une stratégie de communication. Mais bref, est-ce que vous pensez qu'il y a bien eu échange entre Soro Guillaume et Alassane Ouattara? Ou alors, vous ne pensez pas que Alassane Ouattara s'est basé sur cette interview de Soro Guillaume pour dire que Soro Guillaume démissionne en février, comme il l'a dit dans l'interview en question? Bon, je crois que cette sortie du président Ouattara pour moi est un aveu qui met à nu ce malaise auquel nous assistons depuis un certain temps entre les deux personnalités, à savoir le président Soro Guillaume et le président Ouattara. Ce malaise existe avec l'arrestation de Soul to Soul au lieu d'Alain, l'autre là, Alain, comment ça s'appelle déjà? Le Bognon. Et nous savons tous, en passant par des élections législatives qui s'est passé à Bobo, tout ça, donc nous savons qu'il y a un malaise qui est là. Bon, ça, tout le monde le sait maintenant. Et donc, la cohabitation devient difficile. Et au fil du temps, ça devient encore plus difficile. Dans un État normal, démocratique, il y a les trois pouvoirs. Tiens, il y a séparation du pouvoir, les trois pouvoirs, le pouvoir législatif, judiciaire et l'exécutif. C'est-à-dire que Ouattara ne peut pas, il dit bien dans un pays démocratique, hein, je ne parle pas dans le cas de la Côte d'Ivoire. Dans un pays, quel soit ton pouvoir, même si tu es le président, tu ne veux pas dire au président de l'Assemblée nationale qui a été, Soro est d'abord un député. Il est un élu, il n'a pas été nommé. À partir du moment où il est député, il a été élu. C'est des gens qui nous donnent leur voix. Il les représente au Parlement. Et en plus, il est le président du Parlement de la Côte d'Ivoire. Donc, tu ne veux pas, parce que tu es chef d'État, même que ce soit tes prérogatives, tu ne veux pas décider pour dire à une conférence comme ça, où le monsieur, même le conseiller, n'y était pas. Tu dis il va démissionner en février. Mais écoutez, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Mais comme en Côte d'Ivoire, on voit tellement de choses. Pour finir, même, les Ivoiriens sont fatigués. Ce n'est pas une nation, ça. Ce n'est pas un pays démocratique. Sinon, moi, je n'ai jamais vu. Hein. C'est vrai, je ne connais pas tout. Mais je n'ai pas encore vu dans un pays. Même au Burkina, ça ne se passe pas. Même, je ne sais même pas où, là. Ça ne se passe pas. C'est seulement en Côte d'Ivoire qu'on a ce genre de trucs. Pourquoi même au Burkina? Ça veut dire quoi? Merci, monsieur Emmanuel. Bon, et donc, bon, c'est pas là le débat. Il faut retirer cette parole, monsieur. Même au Burkina, je parlais de autant de Blaise Compaoré qui a régné comme après l'assassinat de Thomas Sankara qui a régné à Maître et tout ça. Parce que c'est au cours d'une session parlementaire, logiquement, c'est ça un État. C'est au cours d'une session parlementaire. La session parlementaire en Côte d'Ivoire, normalement, je crois que c'est en avril, selon notre constitution. C'est au cours de cette session parlementaire-là que le président de l'Assemblée nationale, qui fait un discours par rapport à certains faits marquants de l'actualité ivoirienne, prononce un discours pour orienter, pour un discours d'orientation au regard de comment dirais-je, de ce qui a marqué la vie politique de la Côte d'Ivoire. Et la session parlementaire, c'est en avril, si j'ai bonne mémoire.
Alors, nous sommes en janvier, en février, et nous sommes déjà en janvier. Et toi, tu dis qu'il va démissionner en février. Par rapport à quoi? Le pouvoir, la séparation du pouvoir, là, dans ce M. Ouattara, ça n'existe pas. Moi, je suis convaincu que, comme en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie, tu parles, on te met en prison. Donc, on sait. Donc, moi, mais tout ça, quand même, désolant. Tout ça, désolant. Le président Soro Diom va se prononcer. Je ne suis pas son porte-parole, mais je ne pense pas qu'il va Ouattara donner des ordres et puis il va exécuter par rapport à sa démission. S'il veut démissionner, il va démissionner, il va rédiger lui-même une lettre de démission, il va signer. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, c'est sur ça que moi, je voulais m'arrêter. Je ne suis pas militant derrière, je ne suis pas le porte-parole de Soro Diom, mais ce que je trouve, c'est désolant et c'est inquiétant pour notre pays. Et c'est pour cela que je félicite cette plateforme. Parce qu'il faut mettre à un moment donné fin à tout ça. C'est que vous avez critiqué hier, là. Aujourd'hui, vous faites pire. Donc, Soro Diom, s'il va démissionner ou il n'y a pas de démission, on saura d'ici peu. Mais la session parlementaire, comme je l'ai dit, c'est en avril. Donc, d'ici là, attendons pour voir. Mais ce n'est pas de la démocratie. Avant de revenir faire un dernier tour sur cette question, on va permettre peut-être à notre consultant de porter une analyse, de vous poser une question. Enfin, s'il a une question, ou de porter une analyse sur ce sujet. Et puis, conclure sur cette question et passer au dernier sujet. On a encore eu un peu plus d'une dizaine de minutes, enfin une dizaine de minutes. Monsieur Amani? Je ne sais pas si vous voulez intervenir sur ce sujet ou... Là, votre micro est coupé. Je ne sais pas si vous voulez que je l'active. Quand vous l'avez désactivé, vous l'avez désactivé à votre niveau. OK. Bon, je crois que... Oui. Très bien, ça marche. Je vous attends. D'accord, très bien. Alors, la question de la séparation des pouvoirs, la question de la prononciation du chef de l'État, pour ne pas dire le président de la République, sur la démission probable du président de l'Assemblée est l'une des plus grosses affaires de notre siècle nouveau. Parce que, partant du principe de la Constitution, disant que les pouvoirs sont séparés, effectivement, et le chef de l'État, même s'il sait des choses, n'a pas à se prononcer dans ce sens-là par rapport à la démission du président de l'Assemblée. Comme vous le savez, nous avons trois types de pouvoirs. Le pouvoir exécutif, parlementaire et judiciaire. Bon, quand le président de la République donne, donc le chef de l'exécutif, se prononce sur la démission du chef du législatif qui est élu du peuple, déjà la question de la démocratie et de l'équilibre de pouvoir pose problème. Et ça, c'est connu de tout le monde, c'est-à-dire que parce que la démocratie, souvent en Afrique, on a un gros problème, on confond la démocratie et les élections. La démocratie, ce n'est pas seulement les élections. La démocratie, c'est seulement c'est-à-dire les élections et en plus l'équilibre des pouvoirs. C'est ce que Barack Obama a employé au Kenya quand il était en visite en parlant des institutions fortes. Déjà que le président de la République informe une presse nationale et internationale disant que le président d'un pouvoir autonome est sur le plan de démissionner, déjà, vous m'entendez? Déjà, on se rend compte que nous sommes dans une situation où c'est pratiquement le chef de l'État conçu comme le grand patron, le grand Manitou, qui décide qu'il y a un droit de mort ou de vie sur les citoyens. Et ça, personnellement, je voudrais attirer l'attention des uns des autres. Effectivement, les gens du FPI utilisent ça comme un argument. Les autres RDR, comme M. Yoto, qui dit que c'est par rapport à ce qu'ils se sont dit entre eux que le président s'est affirmé. Mais je ne pense pas que nos affirmations personnelles à huis clos entre personnes privées puissent sortir quand il s'agit d'une question de pouvoir. Là, les règles changent là. Je pense que c'est peut-être l'une des erreurs la plus tragique que notre chef d'État,
démocratique soit-il a pu commettre voilà, sous ce siècle-là dans l'Afrique. Voilà, c'est ce que je pense. Voilà. Ok, chers amis, chers invités. Ok, non, monsieur Katina, oui? Katina, excusez un peu. Allez-y, allez-y, vous avez la parole. Hein? Vous savez, nous, quand nous parlons toujours, il faut qu'on laisse nos sentiments et nos ressentiments. Il faut qu'on aille sur les faits. Vous, avant d'introduire cette question, vous avez déjà dit, il faut suivre la chronologie des faits pour pouvoir se prononcer. Ce que vous dites là, moi, je ne vois pas en quoi est-ce que le président, qu'on appelle le chef de l'exécutif, a empiété sur les prérogatives du législatif. De quoi s'agit-il? Monsieur Ouattara, le président de la République, et M. Soro se voient. 2 jours après, M. Soro donne une interview. Et dans l'interview, il précise qu'il démissionne. L'interview peut-être devait attendre pour apparaître, je ne sais pas quand, je ne suis pas dans l'ombre comment ça s'est passé, mais ça a été publié. Et pas par n'importe qui, par tous les porte-paroles de Soro. Ils ont y compris Radio PDC RDA. Y compris Radio PDC RDA. Merci. Donc, tout le monde l'a entendu. Maintenant, le président de la République le confirme à une conférence de presse. On dit, il y a déni de démocratie ici, parce que le président ne devait même pas dire, je ne sais pas. C'était sûr de tous ou bien pas. Le journaliste, excusez-moi monsieur, le journaliste lui-même qui a fait l'interview est venu, il a réaffirmé que c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui a été dit. Voilà pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, le camp Soro n'a jamais porté plainte, n'a jamais dit que c'était faux. Donc, excusez que je finisse. Oui, donc, le fait de dire que le président devait annoncer solennellement, le président de l'Assemblée devait annoncer sa démission solennellement, fine. Peut-être que le président de l'Assemblée nationale a omis ce côté. Il a préféré l'annoncer dans les journaux. Mais le président de la République le confirme. Il dit, bon, ok, c'est vrai, parce que c'est déjà sorti au fait. Donc, ce n'est pas au président de la République de le cacher, que ce soit. Monsieur Yo, excusez-moi, moi, je me prononce en tant que vraiment avec distance. Oui. Comme a confirmé ma mission de consultant. je prends beaucoup de recul avant de prononcer. Oui. Je dis, quel que soit ce que le président du Parlement de Côte d'Ivoire est annoncé, je ne pas dire la Chambre basse du Parlement de Côte d'Ivoire est annoncé à la presse, ce n'est pas au chef de l'exécutif de confirmer cela. Ça veut dire quoi? Vous me dites que moi, par exemple, parce que quelqu'un a parlé dans la presse, donc je confirme. À partir de quoi? Non. Nous sommes en démocratie. Attendez. Ils se sont déjà parlé. On a laissé, le président ne sait pas, après leur entrevue, le président ne s'est pas précipité. On va laisser terminer. Allez-y, monsieur. Mais le président ne s'est pas précipité pour aller dire au Soro va démissionner en février. Non. Monsieur Soro a d'abord annoncé à tout le monde et nous l'avons su déjà. Là, il y a un problème, monsieur Yo. Il y a un problème. Oui. Je suis obligé de vous interrompre. Monsieur Soro ne l'a pas annoncé. Oui. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce plateau. Monsieur Soro ne l'a pas annoncé. Qu'est-ce qu'il a dit dans l'interview, si vous l'avez lu? Non, mais l'interview, justement, n'était pas censée être publiée. C'est pourquoi c'est ce que je dis. Donc, ça veut dire que c'est la faute, c'est une faute politique de Soro, c'est pas une faute de Hassan Ouattara. Monsieur Yo, quand on est au pouvoir, quand on est chef de l'exécutif, on ne réagit pas comme quelqu'un qui est de la rue. Et on n'utilise pas une interview, on n'utilise pas une fuite d'une interview. Non seulement on prend une déclaration officielle. En fait, la situation était déjà connue. Attendez, puisque les deux en ont parlé. Moi, ce que nous disons là. Monsieur Yo, on va permettre aux consultants rapidement, en une minute, de terminer. On a moins de 10 minutes. Oui, que le chef de l'État et le président du Parlement se soient rencontrés pour parler en privé, ça ne reste qu'entre eux. Que le chef du Parlement ait rencontré un journal pour dire qu'il démissionnait, jusqu'à présent, c'est une question de rumeur. Le chef de l'État, le président de la République en exercice, ne peut se prononcer que sur des faits palpables et non se baser sur ce qu'il aurait ouï dire ou entendu pour se prononcer. Parce que le problème, c'est quoi? Quand le chef de l'exécutif se prononce sur la démission palpable ou même la démission probable
du président d'un autre organisme ou d'une autre institution qui est différente de la sienne, c'est un empiètement clair de la démocratie. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République se pose en nominateur des députés de notre Parlement. C'est ça le problème. Ok, je pense que c'est bien compris. Monsieur Yo, rapidement, si vous avez un peu annoncé. Non. Moi, je pense que le président n'a pas dit aux députés de démissionner, mais il a parlé du poste. Le député reste le député. Hein. Donc, anyway, moi, je pense que nos spéculations, chacun a son point de vue sur la question. Et je dis que Soro a fait une erreur de communication là. Donc, moi, c'est mon point de vue. Monsieur Yeo, vous débattez. Monsieur Yeo, rapidement. Monsieur quoi, vous votre dernier sur la question. Oui. Je voulais féliciter Monsieur Yeo parce qu'il a pu jouer vraiment pleinement son rôle. Il se débat pour essayer parce que nous avons vu les discours de Adama Bitogo, qui a demandé à Soro Diom de céder le tablier. Et ça, on le sait. Donc, il y a une pression forte qui est exercée sur le président de l'Assemblée nationale pour qu'il cède le tablier. Ça, M. Bitogo l'a dit plusieurs fois. Et nous savons aussi qu'actuellement, le frère cadet du président Alassane Ouattara et le chargé des affaires présidentielles et puis M. Kafana des relations avec les institutions font des va-et-vient sur le président Soro pour qu'il signe sa démission. Et ça, on est au courant de ça, c'est parce qu'on n'a pas mis de mettre ça sur on n'a pas mis de parler de ça ici. Et donc, vous êtes opposant, mais vous avez toutes les informations. Merci. Pardon? Vous êtes opposant, mais c'est vous qui avez toutes les informations. Non, mais écoutez, la politique, c'est ça. La politique, c'est ça. Il faut avoir des oreilles et des yeux partout. Parce qu'il y a des choses, ça ne me concerne pas parce que nous, aujourd'hui, ceux qui nous ont attaqués hier, ils sont en train de faire les palabres. Nous, on les regarde. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Non, mais Bitogo le dit. Et il a demandé à Soro Diom parce que depuis un certain moment, Soro Diom s'est retiré donc, il veut même faire la plateforme, il vient s'associer à Bédier. Tout ça, là, ça déplaît, c'est pas l'affaire, ça fait pas l'affaire du RDR. Donc, Bitogo le dit, il n'a qu'à céder la place, le tablier, on le sait. Donc, Ouattara aussi, c'est son souhait. Mais Soro Diom va pas aussi, c'est quelqu'un qui va pas se laisser faire. Bon, donc, je pense que, c'est votre problème interne, vous réglez ça. Mais nous, M. Yeo, je sais que vous êtes là. Nous avons voulu accepter la vérité. Mais nous, on vous suit de près. On sait que Soro ne va pas céder à vos revendications comme ça. Non, ça, c'est pas ce que ça vous trompez, monsieur. On sait la question. Monsieur Kofi, votre dernier point, il faut qu'on avance. On a vraiment. Oui, rapidement. J'aimerais demander à M. Yeo qu'on évite d'essayer de noyer le poisson. Et puis, quel que soit notre degré de militantisme, quand il y a une erreur, il faut la reconnaître. Monsieur Yeo ne peut pas dire que Soro a mal fait. Non. Même si Soro a dit au président, je démissionne en février, pour les usages diplomatiques, les règles de courtoisie commandent que le président laisse au président Soro Diom la primeur d'annoncer officiellement l'information. Un article de presse demeure des rumeurs tant que les intéressés n'ont pas confirmé l'information. Et en l'occurrence, le président de la République a la ligne directe de Soro. Si une interview apparaît qui dit que Soro a annoncé sa démission, le président peut appeler Soro pour dire tu as demandé que ça soit public, quelque chose comme ça. Et si Soro dit oui, je veux que ça soit publié, même s'il dit ça, le président est trop en haut pour annoncer la démission de quelqu'un qui est en bas de lui. Les égards diplomatiques, là, ça ne fait pas joli. Ça ne fait pas joli, non seulement de par la position du président en tant qu'exécutif et de par la séparation des pouvoirs, il ne lui appartient pas d'aller annoncer un événement dans un pouvoir duquel il est séparé par la loi. C'est une faute du président, il faut qu'on l'admette. On ne va pas venir blâmer Soro ici. Soyons logiques. On ne peut pas blâmer Soro. Soro n'a pas poussé le président à l'annoncer. Parce qu'il ne peut pas pousser le président à l'annoncer. Voilà. Donc, Soro est clean ici. Soro est clean. Que ce qui s'est passé. Encore que ses services de communication ont démenti qu'il ait dit qu'il va démissionner.
Donc là, c'est un flagrant délit de divulgation de fausses nouvelles. Voilà. Je vois que... Il faut vraiment qu'on avance. Peut-être rapidement, monsieur Yo. Non, je vois carrément que la plateforme joue son rôle. Ça, c'est normal. La plateforme doit jouer. La nouvelle plateforme de M. Harry Konabeti doit jouer son rôle. Mais moi, j'ai dit politiquement, par rapport à ce que mon frère Kwa disait tout à l'heure, c'est vrai. Quand on a été élu d'un parti et que ce parti est majoritaire à l'Assemblée nationale et que le président de l'Assemblée nationale élu sous cette bannière en tant que président de l'Assemblée nationale ne se sent plus dans ce parti, je pense que lui-même, là, le président de l'Assemblée nationale, il doit démissionner. On n'a pas besoin, c'est automatique. Parce que comment est-ce qu'il va diriger cette Assemblée, cette chambre basse? Donc, okay. Trêve de commentaires. Soro, qu'il parte en février ou qu'il y reste, moi, je pense que la balle est dans son camp. Monsieur Yo, je vous retourne à la question avant de passer la parole au consultant. Vous avez dit que M. Soro a été élu sous la bannière du RDR ou du RHDP, et enfin, avec pas de députés RDR, RHDP. Il ne se sent plus au RDR ou RHDP, donc il doit démissionner. Je pense que... Je n'ai pas dit qu'il doit démissionner, c'est à lui de tirer les conséquences. Ah, c'est à lui d'en tirer les conséquences. Ah oui, parce que il faut être conséquent envers soi-même. Si je suis élu, avec un parti m'a élu en tant que député, je suis vice-président de ce parti. Et par rapport à cela, ma position dans le parti, je suis élu président d'une institution. Et puis après, je ne me sens plus dans le parti. Je fais marche arrière. Ben, la majorité qui t'a élu là, tu fais quoi de cette majorité? Ok, je vous retourne la même question. Tous ces députés qui ont été élus par des militants du PDCI RDA, oui, et qui sont allés remettre leur victoire, par exemple, au RHDP. Oui. Vous pensez qu'ils doivent faire la même chose, prendre leurs responsabilités, ou je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez dit, démissionner? Non. Je ne parle pas de... Est-ce que c'est pareil? Il y a un parallèle. Je parle du président de l'institution. Parce que pour être le président de l'institution, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Que le RHDP est majoritaire à la Chambre basse de notre Assemblée nationale. Donc, M. Soro, il travaille comment avec cette majorité? S'il ne le connaît plus. Le député, il travaille comment avec les militants ou bien les citoyens qui l'ont élu? Mais le député, il a été élu pour 5 ans. Ok. M. Soro a été élu pour 5 ans. Il y a encore du temps. Non, je parle de l'institution qui marche. Il ne faut pas confondre un député qui a été élu par la population et une institution qu'on dirige de jour en jour. C'est-à-dire qu'au quotidien, c'est différent. Okay. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Nous connaissons comment marche l'Assemblée nationale. C'est des lois qu'on vote, c'est des choses qu'on présente et très souvent, c'est le vote, c'est la démocratie par excellence au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que le président va s'en sortir? Le président de l'Assemblée nationale, c'est ça que nous parlons. Moi, c'est des questions que je me pose. Hein. Parce que Soro ici a été aussi élu par des militants, par des députés PDCI RDA qui le soutiennent en ce moment. Hein. Donc, c'est ce que j'ai dit. Non, mais je suis d'accord avec ça. Mais quand on regarde la composition aujourd'hui de l'Assemblée nationale, le RHDP est majoritaire. Majoritaire. Okay. Oui. On va passer au suivant. Oui. Non, je veux dire que mais c'est pas aujourd'hui qu'il a été élu président de l'Assemblée nationale. Non. Voilà, donc c'est pas aujourd'hui. Et comme il est élu pour 5 ans, donc il continue son mandat. C'est ce que je dis. Moi, je ne lui dis pas de démissionner. Je me pose la question, comment est-ce qu'il va diriger cette tour? Moi, je pense que Soro est assez intelligent pour se poser cette même question. Je pense qu'on a la conclusion de cette partie alors. Monsieur Yo est d'accord avec nous qu'il n'est pas forcément obligé de démissionner. Non. Moi, je ne dis pas ça. Moi, je me pose une question et je fais comment? C'est ça, lui, il fait comment? Lui, Soro. Monsieur le consultant, monsieur Amani, très rapidement, un dernier point sur cette question. Je pense qu'on est vraiment avancé dans le temps. Allez-y. Votre micro. On ne vous entend pas. Hein? On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. C'est vous-même qui coupez votre micro à chaque fois. Donc, voilà. Okay. C'est bon, vous m'entendez? Voilà. Oui. Très bien. Alors, la question que je voulais dire à M. Yo, c'est que à M. Si vous posez une question maintenant, on ne va pas s'en sortir. Pas une question. Ce que je voulais dire à M. Yo et à M. Kwa, c'est que les relations politiques que nous avons
et les institutions de la République sont deux choses. Ça veut dire que le fait qu'un président soit élu sous la bannière, enfin, qu'un député soit élu sous la bannière d'un parti politique et que ce député-là soit élu sous la bannière, donc soit élu comme président d'une institution, ça fait deux choses différentes qu'il faut qu'on puisse distinguer. Je vais dire quoi? M. Soro a été élu comme député RDR. Il est vice-président du RDR. Mais quand il s'agit du Parlement, il y a des députés peut-être qui n'ont pas de même bon politique que M. Soro, qui l'ont élu pour qu'il soit président du Parlement. Parce qu'il s'agit de la nation. Or là, M. Yo, qu'est-ce qu'il voit? M. Yo est en train de mettre en exergue, c'est-à-dire le fait qu'il soit membre, que M. le président du Parlement soit membre d'un parti politique, qu'il ait été élu membre, comme député, membre d'un parti politique. Ne partage pas les ambitions de la politique là. Mais écoutez, M. Soro Guillaume, comme député de Ferké, a été élu comme groupement politique du RHDP et non comme parti politique du RHDP. Ça devient deux choses différentes auxquelles M. Soro Guillaume a le droit de dire oui ou de dire non. Et ce n'est pas parce que M. Soro Guillaume dit non à un nouveau parti qui vient d'être né à partir de ce qu'il a comme composition électorale, composition politique de notre pays, que forcément, ceux qui disent qu'il est contre eux, que M. Soro doit démissionner. C'est là que je voulais interpeller M. Yo dans ce sens-là. Voilà ce que je voulais dire. OK. Bon, je crois que là aussi, il y a une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est que quand M. Soro démissionne, il a le droit de se représenter. Hein, donc, exactement. Ça rejoint voilà. M. Katina, excuse-moi. Hein, oui. Excuse-moi. Moi, je n'ai jamais dit que... Vous m'avez posé la question 2 fois, je vous ai dit, je n'ai jamais dit à Soro de démissionner. Ce que j'ai dit, c'est qu'il doit tirer, qu'est-ce que les conséquences, comment lui voit sa gouvernance au niveau de l'Assemblée nationale. Sinon, un député élu, même si tu es élu sous la bannière quoi que ce soit, au niveau que tu es député de toute la nation ivoirienne. Mais pour travailler au niveau de l'Assemblée nationale, tu as besoin d'une majorité pour travailler. OK, d'accord. Merci beaucoup, M. Amani, et merci à tous. Le dernier sujet de ce débat, on va le faire très rapidement. Hein. Il s'agit du RHDP unifié. Et ça, c'est une question très simple à laquelle je vais vous demander de nous aider, de répondre. On va accorder un peu plus de temps à M. Yeo, qui est notre expert du jour hein, sur la question. Le RHDP unifié. On nous a dit qu'il s'agissait du RHDP unifié. Et on l'appelle RHDP unifié, et maintenant on nous dit que le RHDP unifié n'est plus unifié et qu'en fait les partis politiques vont garder leur entité et que chacun va rester dans son parti politique, mais ils vont se fondre sans se fondre et que chacun pourra appartenir à 2 partis politiques. Alors on est un peu confus. C'est vrai que depuis quelques années dans ce pays, on ne respecte pas les règles, on ne respecte pas les lois, la Constitution n'est pas assez importante. Et ça a commencé avant que le président Ouattara arrive au pouvoir. Hein. Ça, je le dis. Le président Laurent Gbagbo a pris le stylo pour la paix. Ça dépend d'où on se trouve, ou pour certains intérêts. Voilà, pour faire certains arrangements. Et bon, peut-être que ça a commencé avant le président Laurent Gbagbo, je ne sais pas, ça dépend. Mais je veux dire, voilà, on se trouve dans une situation qui est un peu confuse et on a besoin d'avoir, d'y voir un peu plus clair. Alors, M. Yeo, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe au niveau du RHDP unifié? Bon, de ma position de militant, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus que ce que vous avez déjà entendu. C'est que le RHDP, bon, d'abord une petite parenthèse, lorsque vous avez coupé votre... C'est une idée qu'on donne aux gens pour rien, parce que monsieur Laurent Gbagbo a pris son stylo pour permettre à monsieur Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, qui avaient l'âge dépassé, de se présenter aux élections. Non. Quand le président Laurent Gbagbo avait pris son stylo, c'est pour lui-même, c'est pour que lui-même il puisse être président. Ce n'est pas pour que Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara soient présidents. Puisque, souvenez-vous, dans la Constitution, il n'a pas dit que Laurent Gbagbo, après ses 2 mandats, devait faire encore un autre mandat. Le mandat de la Côte d'Ivoire dure 5 ans.
Ça veut dire qu'en 2010, Laurent Gbagbo ne pouvait même pas se présenter. Tous ces arrangements-là, c'est vrai que ça s'est passé avec Laurent Gbagbo, mais je ne pense pas que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On dit le parti unifié sera créé et les gens vont appartenir à deux partis politiques à la fois. Non! En tant que journaliste, moi, je ne vous permets pas de dire cela. Attendons de voir les faits. C'est-à-dire, je reviens encore sur les faits. Attendons de voir que ce parti-là a été un parti unique qui a été créé et que les autres partis existent. Quand ça va se faire, quand il y aura les cartes des membres, la charte, comment on appelle, on met toutes les institutions du parti unifié en place et qu'il y a les autres partis qui composent ce RHDP continuent de fonctionner comme des partis autonomes, alors là, nous allons nous poser des questions. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un processus de création. Lorsque le parti sera mis sur pied, tous les textes du parti seront prêts. Moi, je ne pense pas qu'il y aurait encore un autre parti au milieu de ce parti-là. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Mais jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'ils sont dans le processus de création. Dès qu'ils vont finir, on verra ce qui va se passer. Donc, on a tendance à tirer les conclusions très vite parce qu'on veut dénigrer l'autre. Moi, c'est ce que je ne veux pas. Donc, attendons les choses. Pourquoi nous sommes aussi pressés? Ils ont commencé par la plateforme depuis Paris en 2005. Ils ont évolué. Ils sont allés, l'autre a gagné, l'autre l'a supporté au deuxième tour. En 2015, ils sont allés avec un seul candidat. En 2016, 2018, ils sont allés aux élections ensemble jusqu'aujourd'hui. Et ils ont vu qu'il faut aller à l'étape supérieure. C'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est un processus. Donc, quand le processus va arriver à sa fin et que nous allons voir encore que les autres partis, les partis qui composent ce RHDP la continuer de fonctionner, alors il y a un problème avec la Constitution. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas tirer les conclusions très vite. Ok, donc pour répondre à madame, monsieur, c'est madame ou monsieur Emmanuel Nyoleba qui demande est-ce que le RHDP est déclaré comme parti politique? Le RHDP unifié n'est pas encore déclaré comme parti politique. Alors, c'est ce que je dis, nous sommes dans un processus et ça le sera. Le RHDP le sera. Parce que le président Henri Konan Bédié a créé le RHDP pour ça. Quand on lit son appel de Daoko, c'était ça, pour que le RHDP devienne un seul parti. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a pas de problème. Le congrès qui a eu lieu, ce n'était pas le congrès, disons, c'est un congrès, mais ce n'est pas un congrès. Ne me faites pas dire ce que vous êtes en train de dire. Je dis que quand tous les textes seront prêts, vous verrez le parti, on prononcera. Le RHDP se prononcera, ça c'est une évidence. Ok, donc l'AG constitutif qui a eu lieu, c'est une AG constitutive, mais c'est une AG constitutive de rien encore. Bon, je ne sais pas, vous voulez que je vous dise quoi? Je vous dis que c'est un processus. Non, mais je veux dire, on a intellectuel, donc on essaie de réfléchir intellectuel. Voilà, je suis ingénieur agronome de profession, donc oui. Je ne suis pas littéraire, je ne suis pas, comment on dit, homme de lettres, donc je ne sais pas tout. Donc, je vous dis que ce parti-là, est-ce que ce parti se crée, le RHDP là, aujourd'hui, le RHDP devient une réalité de plus en plus. Donc les partis vont forcément disparaître. Moi, c'est mon point de vue. Les partis doivent disparaître pour laisser le RHDP, parce que ce sera un grand parti qui va réunir tous ces hommes-là. C'est tout. C'est ce que moi je vois. Mais je ne peux pas imaginer autre chose. C'est-à-dire que le PRHDP est là, et puis le RDR est là, et puis comment on appelle, le MFA ou l'UDPCI fonctionne encore. Bon, vraiment, moi-même, je ne verrai pas clair, je ne saurais pas quoi vous dire ce jour-là. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que tous ces partis doivent tendre à disparaître et se fondre dans le RHDP. Moi, c'est ce que je dis. Ok. Donc, dernière question à ce niveau, vous venez d'y répondre, mais je veux un peu, comme les Anglais le disent, I want you to emphasize it. Yeah. So, dernière question à ce niveau. Yeah. Vous dites que lorsque le RHDP unifié aura fini son processus de constitution et qu'il existera de façon légale, les autres partis n'existeront plus et tous les autres partis vont merger. C'est mon attendement. Moi, c'est ce que je vois. C'est ce qui doit se passer en principe. On ne doit pas avoir un RHDP et puis ensuite qu'il y ait un parti qui est créé et puis encore d'autres partis dans le RHDP. Ça fait deux autres quand même. Ok. Merci beaucoup, M. Yo. Vous voyez que ça fait du bien d'avoir un cadre du RDA avec nous. On a beaucoup d'informations. Monsieur Kofi, je viens à vous, vu qu'il y a du PDC RDA. Alors, on a un droit de se demander, monsieur Kofi, finalement, si tout ce processus de constitution, de mise en place, là, va prendre tout ce temps, on est en train d'aller à 2020. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire ce que le PDC RDA demandait, c'est-à-dire attendre 2020
Bon, c'est pour ça que je souris depuis. En réalité, ce qui se passe actuellement là, c'est la poursuite d'un orgueil et on ne sait pas à quoi ça va aboutir à la fin. Ce que le président Bédié voulait et que le RDR n'a pas voulu, c'est ce qui est en train de se passer. Ils ont voulu faire du forcing pour essayer de créer une union, mais ils ont vu que ça ne peut pas tenir parce que personne n'est prêt, y compris eux-mêmes. M. Yeo dit d'attendre pour voir la suite. Mais avant le 26 janvier, ça a été martelé par tous les leaders du RDR qu'à partir du 26, après le 20, à compter du 27 janvier, tous les partis, compris dans le RHDP, seront dissous et qu'ils vont former un seul parti. Donc, les Ivoiriens s'attendaient à ce qu'au sorti du 26 janvier, c'est-à-dire à partir du 27, on nous parle d'un RHDP unifié composé d'un grand parti. Non, mais quand on dit on, il, qui? Est-ce que c'est une voix officielle du RDA ou du RHDP qui l'a dit? Bon. Parce qu'il y a eu des voix discordantes. Oui. Madame Diabaté a dit quelque chose, M. Bitogo a dit quelque chose d'autre. Donc, bon, moi j'ai lu par exemple, M. Bitogo dit à compter du 26, après le 26, il n'y aura plus de partis politiques individuels dans le RHDP unifié. Tout le monde, il n'y aura qu'un seul grand parti. Ça, c'est M. Bitogo. Côté Mabri. Mabri dit non. Après le 26, on va toujours continuer d'exister et ainsi de suite. Après le 26, le ministre Patrick Kachi dit non. On conserve encore nos partis d'avant et que le RHDP, tout le monde n'est pas obligé d'être unifié. Donc, il y a des sons discordants au sein de ce groupement politique-là qui montrent qu'ils n'ont pas fusionné en réalité. Et j'ai même lu que, bon, j'ai lu aujourd'hui, hein, qu'en réalité, il y aura une fusion dans les bases, mais au sommet, ça sera une fédération. Vraiment, moi, ça me donne le tournis. Et ma compréhension, c'est qu'en réalité, c'est le président Bédié qui avait raison, mais on refuse de l'admettre. Et donc, on patauge et on découvre d'un destin incertain. C'est-à-dire qu'on découvre des choses au fur et à mesure, mais il n'y a pas de vision. Ce RHDP unifié n'a aucune vision. C'est une affaire d'orgueil qu'on essaie de pousser, mais ceux qui poussent l'orgueil ne savent pas où ils s'en vont. Sinon, Victor Hugo, je pense que c'était le président du comité d'organisation. Donc, il était à même de pouvoir dire le résultat attendu du 26 et il a dit que tous les partis vont fusionner. Donc, pourquoi après ça, on nous dit encore non, les partis n'ont pas fusionné et que c'est un processus. Bon, voilà. Mais est-ce que le président, dans le même temps, le président du comité d'organisation, c'est pas la voix la plus, c'est pas la voix des références, hein? Oui, mais c'est la pièce maîtresse. Le président du comité scientifique. Ok. Je pense qu'il avait connaissance du contenu de tous les documents. Et puis, M. Yeo dit, bon, on va voir la suite, les textes, tout ça. Mais sur la base de quoi le président a été élu? Si on doit attendre de voir les textes, sur la base de quoi le président a été élu? Qu'on nous le dise. Ok, je pense qu'on va revenir à M. Yeo, il aura l'occasion de répondre. Mais monsieur quoi, votre analyse, vous, au niveau du FPI, j'espère que vous n'avez pas nous dire encore que c'est une affaire entre vous, c'est une affaire interne. Parce qu'en tant que membre du populaire... Non, écoutez, on a un débat. Je l'ai dit parce que ça touchait un volet où M. Yeo ne voulait pas se débattre. Ben, à un moment donné, quand tu vois quelqu'un se débattre, tu le laisses se débattre seul. Hein, qu'est-ce que vous voulez que moi je dise? Mais concernant la question du RHDP unifié, sur la question, M. Ouattara lui-même, il reste toujours laconique. Hein, sur la question, il est évasif, il ne dit rien de concret. Jusque-là, il n'y a pas un statut règlement intérieur. Parce que c'est dans les statuts règlement intérieur qu'on peut tout déchiffrer. Hein, que dire les tests et tout ça. Et quels sont les partis membres. Mais bon, jusque-là, c'est beaucoup de communication autour. Mais rien de concret. Et cela voudrait dire quoi? Parce que cette idée du RHDP unifié, c'est une invention de M. Ouattara. Il voulait ruser avec les gens pour préparer son troisième mandat en voulant utiliser le président, le PDCI, comme il sait bien le faire. Et cette fois-ci, le PDCI, le président Bédié, a été très vigilant. Et du coup, quand ils se sont retirés, le président Bédié s'est retiré, on a vu qu'aujourd'hui, ça traîne. C'est ça qui est la réalité. Comme l'orgueil souvent prend au RDL au-dessus, il ne veut pas l'accepter.
Ça veut dire qu'en fait, la création même de ce soi-disant parti unifié, là, ça pose déjà problème. Parce que d'ailleurs, quand les bases ont été lancées en juillet 2018 à Yamoussoukro, il y avait déjà même des points de vue divergents. Dikawa de son côté qui pensait qu'il fallait garder chaque parti, qu'il fallait fédérer, et en donnant à chaque parti de son identité. Et en même temps, de l'autre côté, il y avait les Gon Coulibaly et puis Duncan qui pensaient que, écoutez, les partis devaient se fondre et tout de suite créer un grand parti. Déjà en 2018, il y avait des divergences de point de vue. Et c'est cela même qui a créé ou qui a poussé même le divorce. Parce que Didier n'était plus prêt à faire le jeu de Ouattara. Voilà. Donc, sur la question, comme je l'ai dit, il y a un blocage auquel nous assistons. Il y a un blocage parce que même là, ils sont perdus, ils ne savent plus maintenant quoi faire. Voilà. Les commissions, je ne sais pas s'ils continuent de travailler là-dessus. Le PDCI est en train de se restructurer, en train de se réorganiser avec la jeunesse. Donc, Ouattara est un peu coincé. Il y a un blocage auquel nous assistons. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils vont pouvoir vraiment créer le RHDP unifié et que le RDR va accepter que ce parti-là se fonde dans le RHDP unifié, ni toi que tu vas accepter cela. Donc, je pense qu'ils sont un peu tous paniqués, désemparés. Ils ne savent plus maintenant sur quel pied il faut danser. Nous, on les regarde. Nous sommes en politique. C'est de bonne guerre, nous, on les regarde. Mais parce qu'ils sont allés au Congrès le 26. Il n'y a rien, c'était un long discours, laconique là, mais il n'y a rien de concret. On les laisse. On les laisse. Mais ils sont coincés parce que le départ du PDCI a bouleversé le calcul politique. Voilà. On a essayé aujourd'hui, on essaie de MFA, de diviser le MFA pour créer MFA 2, tandis qu'Anati Koumena est du côté sur la table de négociation par rapport à la réforme des seuils. On dit qu'il y a MFA aussi qui est dans le RHDP unifié. Tout ça là, c'est quoi tout ça là? Or, chaque parti politique en Côte d'Ivoire, au ministère de l'Affaires, au ministère de l'Intérieur, il y a des statuts et règlements intérieurs qui sont là-bas. On ne peut pas dire, toi, il y a deux partis politiques, il y a un qui est avec Ouattara, c'est-à-dire MFA qui est avec un côté, qui est avec le PIT, à Wanzi qui est avec l'autre, qui est avec de l'autre côté, et puis un autre PIT qui est avec Ouattara. Une personne ne peut pas appartenir à deux partis politiques. Donc vous voyez que les calculs ne fonctionnent pas, n'a pas trop marché, parce que le départ du PDCI a forcé les calculs. Donc, c'est des hommes politiques, ils sont en échec de solution. Donc, attendons pour voir. Mais sinon, moi, je vois un échec qui est en train de se dessiner. Voilà. Monsieur Yo, je crois que vous avez matière à dire. Non, mais ce que je remarque est que je suis très à l'aise, je suis très content, parce que c'est ceux qui s'opposent à ce parti unifié-là qui trouvent qu'il y a des problèmes dans le parti. Donc, ça fait quand même rire. Je suis vraiment content pour cela. Parce que, à leur niveau, je vais les laisser à leur rêve quand même. Parce que ce qui s'est passé au niveau du RHGP unifié, comme vous le dites, est une réalité. Moi, je parlais quel que soit ce que nous créons, nous avons une période de transition. Nous sommes en train de mettre les organes sur place. Maintenant, si le FPI voit que nous sommes en train de ruser ou bien on n'a pas suivi ce que le PDCI fait, et puis le PDCI dit qu'ils sont quittés, le RHDP est affaibli. Ça c'est de bonnes guerres, ça c'est la bataille politique. S'ils sont contents pour cela et qu'ils restent dans leur bulle pour dire que le RHDP ne marchera pas, ça c'est leur problème. Moi je les laisse avec ce qu'ils pensent. Moi je pense que, étant à l'intérieur de la chose, j'ai dit que c'est la chose la plus intéressante qui puisse exister aujourd'hui. Donc, le RHDP a réuni vraiment, a ratissé très large et que nous allons mettre les organes sur place et que dès que les organes seront sur place, vous verrez ce qui va se passer. Donc, si le PDC pense que c'est un échec, Dieu merci, eux, ils ont déjà gagné, donc ça va. Si le FPI pense que c'est un échec, Dieu merci, ils vont s'unir et puis ils vont aller dans leur plateforme. Donc, ils doivent être contents aujourd'hui. Donc, je ne voulais pas qu'ils s'inquiètent autrement pour le RHDP. Non, laissez-le parti. S'il meurt, c'est une bonne affaire pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est ce que je vais leur dire. Ne vous inquiétez pas.
D'accord. Voilà. Je pense que nous sommes à la fin. Je peux intervenir? Nous sommes à la fin. On va prendre l'avis du consultant et puis vous laisser le soin de donner vos derniers mots. Oui. Moi, je voulais dire une ou deux choses. La première, c'est que la concession du RHDP telle que conçue est un déphasage avec la législation de notre République. Moi, je pars à partir des textes. Premièrement, il y a un congrès constitutif qui est convoqué pas par le président de du RHDP d'alors qui était Henri Konan Bédié. Parce qu'avant, on a parlé de qu'on appelle ça, alliance ou qu'on appelle ça, alliance Mouvement politique. Mouvement politique, voilà. Ça, c'était de un. Donc, déjà, le sens là, déjà, on avait vu que c'était un fort signe que le RDR avait voulu faire pour faire un passage en force par rapport au président du groupement politique. Ça, c'était de un. Et de deux, pendant que cette union entre ce parti politique qui était en création, ils n'ont pas tenu compte de la vie de certains partis politiques tels que l'UDPCI, c'était militant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On avait un gros monstre qui semblait s'annoncer le 26 janvier 2019. Un gros monstre qui s'annonçait, mais à la fin, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une petite souris. Et voilà. Et c'est ce qui me touche personnellement parce que j'ai l'impression que M. Ouattara, pour la carrière politique et financière qu'il a eue de toute sa vie, je me demande comment a-t-il réussi à tomber dans un système aussi, je ne sais pas comment dire, un système aussi, enfin, elle tombe aussi facilement en tant qu'aujourd'hui, il est pris à son propre piège. Voyez-vous? Par exemple, quand les menaces de Big Togo se sont fait annoncer par rapport à ceux qui allaient libérer le tabouret, et l'absence de ceux qui ont manifesté de façon très évidente leur non-appartenance au parti, je me suis dit, mais finalement, le parti c'est quoi? Et justement, la position de M. Yo me conforte quand il dit que c'est une procédure qui est en cours. Mais attention, mais si c'est une procédure qui est en cours, pourquoi vous convoquez alors un congrès constitutif? Pourquoi vous le faites? Si vous savez que c'est une procédure qui est en cours, à partir de quoi le RDR ou M. Ouattara se permet de convoquer un congrès constitutif? Sur quelle base? Mais je vais dire, je peux comprendre que quelqu'un d'autre venant de M. Ouattara, aussi brillant, aussi intellectuel soit-il, aussi petit soit-il, je pose la question, je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour que nous puissions tomber dans cette embroglio où on ne sait plus qui fait quoi, qui est qui sont où, et finalement, M. Babri, qui rentre au RHDP qui signe et qui dit que finalement, c'est plus un RHDP pour unifier les partis, donc il garde sa nationalité. Entre-temps, M. Dongbaï, qui est le PDCR Renaissance, et qui dit finalement, ce n'est plus finalement un RHDP pour unifier les partis. Mais après, finalement, on se dit, mais attends, ces messieurs, à les âges, à les carrières. Il n'y a pas des éléments de votre analyse aujourd'hui qui peuvent être en faveur du RHDP unifié? C'est ce qui dans la consultance que vous donnez aujourd'hui. Non, mais ma consultance, je le dis, mais venant de M. Ouattara, que je connais, avec cette carrière aussi brillante, comment a-t-il tombé dans cette, je ne sais pas si on dit mascarade, je ne vais pas parler de mascarade, mais dans cette facilité de piège de ceux qui étaient en faveur, en sa défaveur. Ok. Voilà, c'est un peu ça, parce que M. Ouattara, je le connais comme M. qui est républicain, qui respecte les textes. Mais alors, où sont passés les textes? Ok, d'accord. Chers amis, on va vous donner l'occasion de donner votre conclusion. Non, M. Emmanuel. Vous serez obligé de... Bon, c'est vrai que comme vous êtes seul, votre frère... Voilà, c'est ça le problème. on attendait, je précise qu'on attendait le frère du mouvement sur les traces du faux Boigny, qui malheureusement nous a fait faux bon. C'est pas grave. De dire un mot avant de... pas grave. Allez-y. Voilà, le consultant, ce qu'il vient de dire, c'est que c'est lui qui n'a pas compris M. Ouattara. Ce n'est pas parce que M. Ouattara est tombé bas. C'est lui peut-être qui n'a pas compris M. Ouattara. Et ça, je le consens. Je dis, ok, d'accord, j'ai compris.
Mais M. Ouattara a créé sa chose. Peut-être que vous ne voyez pas, il parle des textes que c'est le président Bédié qui devait convoquer. Pourquoi? M. Bédié qui n'est plus dans quelque chose. Et automatiquement, M. Ouattara a été acté comme président de ce groupement, quand M. Bédié s'est retiré. Donc, M. Ouattara convoque un congrès. Et lui, il dit, non, c'est contre, c'est Bédié qui n'est plus dans quelque chose ne peut pas convoquer le congrès pour cette chose-là. Bon, vraiment, en disant que M. Ouattara a fait une erreur, je pense que l'avenir donnera raison à M. Ouattara. Parce que ce monstre dont il parle, qui a accouché d'une souris, eh bien, c'est lui qui voit la souris. Puisque vous tous, vous qui êtes autour de cette table, vous dites que c'est quelque chose qui a déjà échoué. Moi, ça me ravit, je suis content. Ça veut dire que si vous vous inquiétez, il y a quelque chose qui a été fait. Donc, regardons ce qui va se passer au niveau du RHDP et l'avenir. Je suis sûr que l'avenir nous donnera raison. Ça, c'est ma conclusion. Alors, on va passer à la conclusion. Monsieur Kwa, allez-y, vous avez l'honneur de commencer le cycle de conclusion. En tout cas, je voulais donc conclure en saluant tous les camarades qui étaient là aujourd'hui, tous les participants. Le frère Yeo qui a essayé de défendre son président. Monsieur Kwa, allez-y. Moi, je ne vais pas vous répondre aujourd'hui. Mais je pense que nous avons quand même débattu de façon fraternelle. Hein, et de façon fraternelle. Et ça, je m'en réjouis. Je félicite chacun d'entre nous. Et donc, Katina, à toi aussi, et pour le courage, toujours sur les bons thèmes qui nous amènent quand même à échanger. Et tout ce que nous faisons, on participe aussi. Hein, c'est une manière de participer aussi au débat politique, à l'évolution de notre pays, et dans la fraternité, comme je l'ai dit, main dans la main. Et sans oublier toutes ces personnes-là, tous ces femmes et hommes-là qui prennent le temps à nous écouter, aussi pour s'enquérir hein, des nouvelles du pays au plan politique, pour être aussi un peu situés. Donc, vraiment, comme je disais la fois dernière, nous sommes des OFPI, nous aimons les débats. Bon, depuis que moi je viens sur ce plateau, c'est la première fois où je vois un militant de RDR venir débattre avec nous. Donc, camarade Yo, en tout cas, une fois encore, félicitations. J'espère que tu seras encore là la prochaine fois sur d'autres thèmes hein, pour te débattre encore. Donc, je m'arrête là et vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette fraternité dans le débat. Voilà. Donc, en tout cas, bonsoir à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Alors, monsieur Yo, allez-y. Ici, le PDCI conclut toujours. Donc, ouais, bon, c'est ça, non? C'est ça la démocratie. Puisque Alassane n'est pas démocrate, le PDCI, c'est la démocratie. Et ils ont la parole toujours. Bon, en fait, c'est pour vous dire merci. Merci de nous associer à votre débat. Nous avons vu, hein, on a vu que le débat entre Ivoiriens, il n'y a pas d'animosité. À travers tout ce débat, nous avons dit des choses qui sont contraires l'un à l'autre, mais on n'est jamais tombé dans la bassesse. C'est ça, la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que le président Alassane Ouattara souhaite. C'est pour ça qu'il a vu déjà la chose et il a créé le RHDP unifié. Il voudrait que nous sortons de nos carcans ethniques, de nos contingences et nous allons à un parti, à quelque chose qui peut unifier tout, que tout le monde s'y retrouve. C'est pour ça qu'il a voulu qu'on crée le RHDP, pour ne pas qu'il y ait des problèmes encore. Il tire les conclusions, M. Ouattara tire les conclusions de tout ce que nous avons vécu jusqu'aujourd'hui. Bon, seuls ceux qui ne veulent pas comprendre, ne veulent pas comprendre. Ça, c'est normal. Mais le temps nous dira. Si M. Ouattara a eu tort, nous le confesserons que nous avions eu tort. Mais nous suivons M. Ouattara parce que nous pensons qu'aujourd'hui, même la plateforme que Bédié a lancée, moi, je suis très content pour cette plateforme. Ça fait que M. Bédié va ratisser large. Le RHDP ne sera plus un RDR confiné quelque part ou bien le PDCI confiné ici, le FPI. Non, ce seraient des partis un peu larges qui vont couvrir tout le territoire ivoirien et on ne sera plus dans ce débat de clocher. Donc, vraiment, merci pour ce genre de débat. Et puis, nous donnons par la même occasion l'exemple à nos frères qui perdent le temps à se battre inutilement. La démocratie, c'est ça. C'est la différence. Moi, j'accepte la différence de l'autre. Nous devons accepter chacun la différence de l'autre.
Et quand ça se passe comme ça, vraiment, moi, je suis très à l'aise et je suis très content. C'est pourquoi je suis resté jovial tout le temps. On n'est pas tombé sur des belliqueux, des gens qui veulent vraiment en découdre. Et merci. Mais dis à M. Kwa que je ne l'ai pas oublié. Mais et comme eux, on ne tire pas sur une ambulance. Donc, moi, je l'ai laissé dire ce qu'il a dit. Et puis, bon, parce que j'ai de la peine. C'est pourquoi je ne l'ai pas titillé. Mais d'autres débats viendront. J'espère que nous tous, nous serons bien à l'aise et chacun va développer ses arguments. Merci encore une fois, bon, malgré la partialité de la chose, mais merci. Merci beaucoup, M. Katina. Ils sont toujours victimes. C'est l'expertise, là. Même au pouvoir, vous êtes victime. Donc, non. Mais c'est pas comme vie. C'est victime. Allez-y pour la conclusion, s'il vous plaît. Oui, donc, en conclusion, je vais essayer de reprendre un peu sur RHDP unifié très rapidement. Hein. Vous savez, M. Yoro dit qu'on va voir ce que ça va donner. On n'a pas besoin d'attendre pour voir ce que le RHDP unifié va donner. C'est un camion qui a fait une sortie de route qui, au lieu de reprendre la bonne route, continue de foncer dans la brousse, espérant je ne sais quoi là-bas. Mais Dieu merci, tu n'es pas dans ce camion. Donc c'est bon, il ne faut pas t'inquiéter, mon frère. Je ne suis pas dans le camion, je ne serai pas là-dedans. En réalité, le RHDP unifié, c'est le RDR qui essaie de s'étoffer. C'est tout. Il n'y a rien d'autre derrière. Le RDR demeure le RDR. Il essaie d'acquérir du bétail électoral à gauche, à droite, en escamotant les autres partis. Sinon, un RHDP unifié avec un PIT sans Vaudier, avec un MFA sans Anaki, avec un UPC sans Yamia Kona, je ne dis pas les personnes physiques, mais leur philosophie, leur approche. Parce que quand on pense PIT, on pense Vaudier. M. Bictoro ne peut pas avoir les logos du PIT dans son RHDP unifié et venir dire Vaudier est fini. Mais si Vaudier qui est vivant, qui respire, si Anaki qui est vivant, qui respire, si ceux-là ne sont rien devant lui, alors qu'il a le logo de leur création, c'est au Faux-Boigny qui doit depuis 20 ans là quelque chose pour vous? Non. Le nom que vous utilisez, ce n'est pas plus hypocrisie. Vous n'avez rien d'oufouettiste. Vous voulez juste étoffer le RDR pour régner indéfiniment sur la Côte d'Ivoire. Vous voyez, même le logo du PDCI, même dans un village, dans le tournoi, les villageois ne vont pas accepter qu'un adversaire utilise le maillot d'un autre. Mais dans la grande politique ivoirienne, on assiste à quelque chose comme ça et on veut faire admettre ça aux Ivoiriens. On veut faire admettre aux Ivoiriens que c'est normal qu'un parti compétisse avec le maillot, avec l'emblème d'un autre parti. Non, M. Yeo, on vit chez les Blancs. On vit chez les Blancs. Il y a des choses qui sont inacceptables. Et il faut que le RDR, dans son parti unifié là, moi je souhaite que vous finissiez, que vous adoptiez un logo unique et vous laissiez le logo des autres partis, notamment le logo du PDC. C'est ce qui va se passer. Comme ça, on va aller vous répondez aux questions que vous posez. On va aller compétir sainement. Là, vous êtes dans la fraude. Moi, là où je suis, je considère que vos élus, là, vos élus des dernières élections, là, le PDCI a sa part dedans, hein, parce que vous avez notre logo. On a des élus chez vous, là. On va les récupérer. Ça, je vous dis ça. On a des élus chez vous. Hein. Nous avons une portion d'élus chez vous, parce que vous avez notre logo. Voilà. Donc, quand vous dites votre nombre, là, nous, on a pour nous dedans. Voilà. Donc, c'était ma conclusion. Merci à tous. Et puis, bon, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ok, merci beaucoup à tous. Je ne sais pas si M. Amani a un mot rapide à dire avant qu'on se laisse. On a vraiment passé beaucoup de temps ensemble. Je conclue pour dire ceci. Voici des fils d'un même pays qui s'aiment. Et c'est beau, et c'est ce qui fait la particularité de la Côte d'Ivoire. Que ce soit mon frère Yeo, que ce soit mon frère Kwa, ou mon frère Kofi, ou mon frère Katina, ce sont les fils du même pays qui s'aiment et qui mènent le débat contradictoire sur le plan purement politique. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes simplement que des adversaires. Et ça, personnellement, je me réjouis d'être le consultant de l'émission de Emmanuel et de vous dire qu'à chaque fois que Emmanuel me sollicitera, je serai présent parce que c'est l'occasion pour les fils et les filles de ce pays de célébrer ce qu'on appelle un festin politique. Voilà la conclusion. Voilà.
Merci beaucoup à tous. Merci à vous qui nous avez suivis. Quand tu dois me donner la parole, hein, parce que Kofi m'a interpellé, mais tu le dis. C'est pas grave. Allez-y, monsieur Yo. Non. Dis à Katina, comment il s'appelle là, à monsieur Kofi. Oui. Que même les enfants adultérés là, c'est qu'ils sont reconnus, leur papa là, c'est le même papa. Ok. Voilà. Donc, on n'a rien dit là. Nous sommes des adultérés. Donc, comme on est reconnu comme des enfants adultérés, ça veut dire qu'on est reconnu comme fils du papa. Oui, mais le PDC, votre PDC, le président, c'est qui? Votre président, c'est qui? Pardon? Votre portion de PDC, là, son président, c'est qui? C'est pas le PDC de Daoukour, en tout cas. Il faut vraiment qu'on se sépare. Il faut qu'on se sépare. Je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis et dire merci beaucoup à Jacques Roger, qui est le métronome de cette radio. Merci à ceux qui nous ont suivis depuis les États-Unis, depuis le Canada sur Jacques Roger Show Afrique 2050. Merci à ceux qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire et depuis à partir du monde entier sur Radio PDC ADA. Bonne soirée à tous et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci.